suite à ces journées qui ont été assez riches en débats, en analyses, en théories, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de finir ces différents éléments par un focus sur des acteurs, sur l'action, comment ça se passe dans ces territoires en décroissance par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire dans ces territoires en décroissance. Donc du coup, on s'est dit comment font ces acteurs pour gérer les décroissances de façon plus ou moins explicite, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc voilà, faire un nouveau décalage par rapport à ces journées, on en a eu déjà quelques-uns. Donc j'ai autour de moi 3 personnes avec une vraie diversité de structures, une vraie diversité de territoires, de types d'actions, de nature, et également d'instruments mobilisés. On a vraiment une certaine richesse là aujourd'hui. Donc avec des représentants sur des villes moyennes, donc par exemple avec vous, sur des petites villes, voire des centres-bourgs extrêmement petits en Bretagne. Et donc nous sommes 3 aujourd'hui. Monsieur Delannoy n'a pas pu être parmi nous pour des raisons personnelles. Donc j'ai d'abord à ma droite Annabelle Boutet, qui fait partie des services de l'État, donc du CGET, qui n'est pas étrangère du monde de la recherche, puisqu'en fait elle a fait une thèse en aménagement du territoire en 2003, notamment sur des questions régionales. Et donc du coup, qui est passé par différentes structures, notamment le Centre de ressources nationales, avec des éléments sur les politiques territoriales entre les régions, les départements, quelques grandes thématiques d'ingénierie, de développement durable, de vieillissement de la population. Donc c'est des choses qu'elle connaît déjà assez bien, et sous un autre angle du coup que ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, elle fait partie du CGET, donc comme je vous le disais. J'ai ensuite à ma gauche Sandrine Patérour, qui du coup représente un versant très technique, puisqu'elle fait partie aujourd'hui de l'établissement public foncier de Bretagne. Donc l'établissement public foncier de Bretagne est assez connu parce qu'il a fait partie d'une démarche assez pionnière sur la question du dynamisme des centralités de Bretagne, dont elle nous dira quelques mots. Donc elle vient du monde plutôt juridique, c'est une formation de juriste qu'elle a eue. Elle est passée par les collectivités territoriales, notamment par Angers, où il y avait en fait déjà beaucoup de compétences qui étaient exercées par cette collectivité. Et donc aujourd'hui, elle est à l'établissement public foncier de Bretagne. Et pour finir ce tour de table, donc du coup, j'ai à ma gauche Adam Pominski, qui a donc du coup un versant et politique et technique, et puis un peu universitaire, ce qui est assez nouveau, puisqu'il a un poste de PAST à l'Université de Lille. Donc aujourd'hui, il est à la région, sur des versants économiques, mais auparavant, il a été très occupé par diverses questions dans le bassin minier, donc à la fois sur le versant politique, puisqu'il a été élu du côté de Ouani de 2001 à 2014, et puis également, il a été aux côtés de Jean-François Caron, de 2010 à 2014. Donc là, c'est toute la question de la restructuration, de la revitalisation de Los Angeles, qui a été un pilote par rapport au développement durable. Donc il nous dira quelques mots sur les terris, les gueules noires, la transition énergétique, cette 3e révolution industrielle, notamment portée par Jérémy Rifkin. Je voulais d'abord remercier les 3 intervenants pour leur disponibilité pour les échanges de préparation de cette table ronde. Ça a été vraiment des échanges d'une grande qualité, avec 3 vrais passionnés. Et du coup, en lien avec leur passion, je vous préviens également que je vais devoir être d'une certaine cruauté par rapport au timing présenté, notamment pour respecter un certain équilibre entre vos propos. Donc je vous propose de faire cette table ronde en 3 temps. Donc un premier temps où chacun des intervenants va présenter assez brièvement la structure dans laquelle il travaille, les dynamiques qu'il a analysées, donc par exemple avec cette parution sur les villes moyennes du CGET, ou avec un focus sur le bassin minier pour Adam Pominski, ou avec un focus sur ce qu'est un établissement public foncier pour Madame Patérour, parce que c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas toujours très bien connues, avec des volets très techniques. À la suite de cela, on aura quelques questions, un temps d'échange sur vos différentes dynamiques, les différents liens entre vous, entre la problématique de la décroissance urbaine, avant enfin de vous passer la parole, donc où il faut également qu'on finisse à 17h. Donc je vais commencer par passer la parole à Monsieur Pominski, en respectant du coup plutôt un ordre chronologique. Donc vous avez une dizaine de minutes.
Merci. Un grand merci, enfin bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour commencer à Emmanuel Cunningham et à Sarah de me permettre d'être là aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi, d'autant plus qu'effectivement je suis un bébé chercheur, enseignant-chercheur depuis 4 mois. Donc c'est ma première, j'allais dire, conférence officielle devant tel public et puis en cet endroit prestigieux. Je vous remercie également de vous intéresser au territoire du bassin minier, qui est un territoire qui est très contrasté, qui a connu une histoire dans laquelle on va rentrer dans quelques instants, mais qui fait preuve d'originalité, d'inventivité, qui se débat, qui cherche à être un territoire audacieux, créatif, dans un contexte où effectivement le denier public ou l'intervention publique sont de plus en plus complexes, dans un univers où effectivement la globalisation, la mondialisation confronte les territoires parfois de façon très violente à un certain nombre de sujets, et où la population, qui n'est pas toujours experte, qui n'est pas toujours qualifiée, a du mal à trouver ses repères. Donc je vous propose un petit voyage, une petite immersion de 9 minutes maintenant dans le bassin minier, pour vous préciser un petit peu de quoi on va parler, quelles ont été les difficultés et par quoi on a dû passer. Donc on reviendra beaucoup sur la question des échelles aussi, échelles géographiques, mais pas que. Les échelles de temps sont très importantes quand on s'intéresse à ce territoire. Alors, le bassin minier, qu'est-ce que c'est ? Vous avez une première petite carte qui vous montre que c'est quelque chose qui n'est pas que franco-français. On a eu l'occasion d'en parler avec les collègues qui étaient effectivement présents hier ou ce matin. C'est une aventure universelle, puisqu'il y a des bassins miniers un peu partout dans le monde. Il y en a en Europe. Et cette anomalie géologique, si vous me permettez l'expression, qui est le bassin minier, c'est une accumulation carbonifère qui, effectivement, dans nos sous-sols, parcourt et qui est la même entre le bassin de Birmingham-Manchester en Grande-Bretagne, qui traverse effectivement la Manche pour arriver en France, traverser toute la Belgique, le Borinage, Charleroi, etc., qui se retrouve en Allemagne, en Rhénanie-en-Westphalie, et on retrouve en Silésie cette même continuité géologique qui, du coup, s'est traduite en surface par un artefact, par des bassins miniers, par des bassins houillers qui sont effectivement des constructions anthropiques très particulières. Donc, cette révolution industrielle au 19e, effectivement, elle est née en Grande-Bretagne, elle a traversé, elle s'est développée effectivement tout d'abord en Grande-Bretagne, puis ensuite s'est importée dans les Hauts-de-France, parce qu'on était relativement proche de ce foyer d'innovation. Et cette histoire, cette épopée minière, elle est possible parce qu'effectivement, vous avez des ressources fossiles en sous-sol, vous avez des capitaux d'investissement qui ont permis effectivement d'investir dans les infrastructures d'exploitation, parce que ce sont des coûts d'investissement qui sont excessivement chers. Vous avez aussi des innovations techniques et technologiques qui permettent de massifier les processus d'extraction et de production, donc d'où révolution industrielle également, mais c'est aussi une aventure qui nécessite beaucoup de ressources humaines et qui, pour le coup, a largement contribué à dévitaliser, ou on va dire tout au moins transférer une partie de population rurale vers les villes et vers ces bassins miniers, parce qu'on avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Vous allez voir une petite animation dans quelques instants qui le confirme. Donc à l'arrivée, effectivement, on a un écosystème et un territoire qui sont complexes. Vous avez des cumuls d'enjeux, des croisements d'enjeux qui ne sont pas toujours très simples. Et vous avez surtout des conséquences qui sont, une fois que l'activité s'arrête, parfois très complexes à gérer. Alors le bassin minier des Hauts-de-France et du Nord-Pas-de-Calais plus spécifiquement, donc petite carte pour vous resituer un petit peu le contexte. Donc on se retrouve dans la partie vraiment le septentrion de la France, à côté de la frontière belge. Et donc vous le voyez apparaître comme cette petite tache sur la carte en bas à droite, qui fait 101 km de long d'est en ouest et qui fait 20 km dans le sens nord-sud. On se trouve à 15 km, 20 km de la métropole lilloise, donc on est vraiment sur quelque chose qui est très proche et quasi contigu à la métropole lilloise. On y reviendra. L'histoire de ce bassin minier, elle commence à Fresnes-sur-Escaut, en 1720. On y découvre effectivement le charbon. Donc cette aventure, elle se traduit par des compagnies qui sont des compagnies privées, qui se développent effectivement d'est en ouest, en direction de Douai. On prospecte effectivement du côté d'Arras, pensant que la géologie effectivement minière se poursuit vers le sud, mais en fait pas du tout. Elle se poursuit vers le nord et effectivement on trouve en 1842 à Ouagny la continuité de cette veine géologique qu'on avait perdue et ça permet effectivement d'étendre l'ensemble du bassin minier vers les secteurs de Lens, vers les secteurs de Béthune jusqu'aux confins à Auchel, on arrive quasi dans l'Audomarois.
Donc ça, c'est pour la partie exploitation. Donc on a une exploitation qui dure 2720, qui s'industrialise, qui se mécanise de plus en plus, et qui effectivement se poursuit jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au plan Jeanneney et Bettencourt, qui après-guerre décide effectivement, au niveau de l'État, de consacrer l'énergie nucléaire comme étant l'énergie ressource pour la France et non plus l'énergie minière. Donc on décide effectivement de liquider l'activité minière depuis la partie Est, depuis la partie Ouest. On concentre les dernières activités sur le bassin de Lens et le dernier puits de mine a fermé en 1990 et le puits de Wany. Cette petite série de cartes, là, cette animation va vous montrer au fur et à mesure, donc on commence en 1801 et on termine en 1999, la façon dont le bassin minier, d'une part, et par ailleurs la métropole lilloise, qui était une métropole textile, se sont développés et ont aspiré la population, sachant qu'un point sur la carte représente 50 habitants. Donc au fur et à mesure de l'animation, ça va aller relativement vite, vous allez voir qu'effectivement les espaces ruraux qui sont plutôt dans le Pas-de-Calais sur la droite, ont tendance effectivement à se dédensifier en faveur des territoires métropolitains, des territoires du bassin minier qui effectivement au fur et à mesure du temps se construisent. Là on arrive en 1954, vous voyez, 1999, et donc vous avez très clairement le bassin minier et la métropole lilloise qui ont fait leur apparition à l'espace de 2 siècles. Donc cette petite animation, elle vous montre aussi quelque part l'intensité, la brutalité peut-être avec laquelle voilà, on est passé de quelque chose qui n'existait pas à un tissu urbain, une trame urbaine qui s'est construite de façon massive, très structurellement très très forte, presque violente aussi par rapport à l'environnement et à l'écologie. Cette épopée minière, cette aventure, quelques chiffres, donc près de 3 siècles d'exploitation, 600 puits de mines creusés, 100 000 km de galeries ont été creusées en sous-sol, soit 2,5 fois le tour de la Terre, ce qui n'est pas rien. 2 milliards de tonnes de charbon ont été extraits et exploités, ce qui représente une certaine masse de CO2 aussi dans l'atmosphère, soit dit en passant. Ce sont 300 terris qui représentent 700 millions de tonnes de schiste stérile. Pour vous donner une petite idée, ces fameux terris du Nord, si on les prenait tous et si on les étalait en surface sur ce secteur de bassin minier, là 120 km sur 20, ça ferait une épaisseur de 30 cm. Pour vous donner un petit peu une idée du volume. Quelques catastrophes aussi qui ont marqué les esprits. La deuxième plus grande catastrophe mondiale, à Courrières en 1906. Ce sont 220 000 emplois de mineurs et assimilés. Alors, des mineurs, il y en a eu moins, mais il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été un peu périphériques autour dans bon nombre d'établissements qui étaient directement gérés par les mines, puisque c'est un système qui était très paternaliste, où les écoles, les hôpitaux, les centres de soins, etc., étaient développés dans un système très patriarcal et très protecteur, effectivement, des patrons d'entreprise, avant la nationalisation en 1946 et la création du statut de mineur. Un patrimoine de 120 000 maisons pour loger voilà, tous ces mineurs, et un superbe patrimoine, effectivement, architectural et historique, qui a été pour partie préservé. Ce système s'effondre très brutalement en l'espace d'une trentaine d'années, 1960-1990. Donc là, 120 000 emplois de mineurs en tant que tels ont été détruits dans la région. Et la mine n'est pas le seul secteur d'activité à s'être effondré. Vous avez effectivement, dans le même temps, l'effondrement de la sidérurgie, de la métallurgie et du textile habillement. Vous voyez les chiffres sur le petit graphique de droite. Et contrairement à ce que l'on disait ou on pensait, l'automobile n'a pas été un secteur d'activité qui a permis la compensation de cette désindustrialisation massive. C'est surtout une transition vers une économie servicielle qui a permis d'absorber ça. Désastre environnemental, 10 000 hectares de friches. En 1990, à la fermeture du puits de mine, le Nord-Pas-de-Calais concentre la moitié de toutes les friches industrielles de France. Création d'un EPF, 1990, on en reparlera, pour traiter effectivement ce challenge. Désastre environnemental, je vais vous donner juste un exemple très concret. Bassin du Béthunois, inversion de 2 cours d'eau qui, du fait des affaissements miniers, effectivement, changent leur sens d'écoulement. Des affaissements de l'ordre de 25 mètres dans certains secteurs, c'est-à-dire que le niveau du sol, au fur et à mesure du temps, avec l'exploitation, les excavations, finit effectivement par descendre de 25 mètres par rapport à son niveau original. Voilà un petit peu une idée de ce que la mine aussi recouvre comme réalité. Une déshérence socio-économique avec un taux de chômage qui aujourd'hui reste encore structurellement supérieur à la moyenne nationale et à la moyenne régionale. Vous voyez des chiffres de chômage qui tournent autour de 12 à 16% encore dans les territoires qui composent le bassin minier. Des territoires répulsifs avec des soldes migratoires qui sont encore et toujours négatifs.
La ville Champignon, qui était la ville de Lens, qui a été créée, qui s'est été érigée véritablement grâce à cette industrie, début du 19e, 8000 habitants. Et elle grandit jusqu'à 45 000 habitants, à l'apogée dans les années 60. Et entre la fermeture des mines et aujourd'hui, elle a perdu un quart de sa population. On est aujourd'hui sur une population qui est stabilisée autour de 35 000 habitants. Les populations les plus captives, malheureusement, effectivement, elles sont scotchées. C'est des populations en difficulté, très encadrées par le système paternaliste. Pas besoin de faire d'études, pas besoin de se qualifier. On était mineurs de père en fils, de génération en génération. Et donc ces populations effectivement captives, voilà, quel avenir et comment leur redonner un destin? Difficile. Donc un déficit structurel d'entrepreneuriat sur le territoire, une gouvernance qui est fragmentée aussi, qui a beaucoup subi effectivement la toute-puissance de l'État au travers du charbonnage de France, et une ingénierie territoriale qui demeure encore aujourd'hui assez faible, même si un certain nombre de processus ont effectivement permis de travailler à un redressement de trajectoire. Concentration de pauvreté, mais je passe rapidement sur ces sujets, on ne va pas jouer ou ajouter au cœur des pleureuses. Néanmoins, un atout extraordinaire, c'est ce patrimoine minier. Donc vous voyez là, sur cette petite animation, les 5 sites de la mémoire minière régionale. Donc ce sont des sites qui ont été conservés dans leur crue. Alors ça vous parle peut-être pas forcément, peut-être la cité des électriciens. Peut-être anecdotique, la cité des électriciens, si vous avez vu le film Bienvenue chez les Ch'tis, le fameux coron dégradé là où il se canarde, où il picole, a été filmé là. Et en fait, ce site a été complètement transformé, c'est la photo à gauche, en une résidence d'artistes, voilà, avec effectivement un courant de pensée, d'échange, enfin de lieu alternatif pour créer un développement un peu nouveau. L'étoile qui est en rouge au cœur, c'est effectivement une marque mondiale aussi, le Louvre, qui est venu s'implanter dans ce territoire grâce effectivement à une vision, à une pensée qui a été pourvue par le président de région. C'était la région qui a massivement investi dans ce projet et qui a soutenu financièrement ce projet qui a coûté effectivement très cher et qui continue de coûter cher puisque ça coûte 10 millions d'euros par an en termes de fonctionnement à la région pour pouvoir continuer à faire fonctionner ce musée. Sur cette diapo-là, relativement dense, vous avez synthétisé tout le process de reconquête de ce territoire qui est parti effectivement de l'appropriation de l'histoire minière. Les années 90 à 2000, c'était un bras de fer des communes qui étaient effectivement impuissantes face à l'État qui s'était désengagé massivement de ce territoire. 1996-98, mobilisation de l'ensemble des forces vives du territoire, donc société civile, élus, etc., pour engager une vaste conférence permanente, à l'issue de laquelle a été publié en 1998 un livre blanc, c'est le document que vous voyez en bleu, voilà, même s'il s'appelle livre blanc, et qui a permis, dans le cadre du contrat de projet État-région 2000-2006, d'inscrire un dispositif particulier qui s'appelait le Fonds après-mine. Donc un dispositif effectivement de solidarité de l'État, de la région, des départements et des intercos qui sont engagés effectivement au financement et au redressement de ce territoire. Dans le même temps, 2004, Raffarin annonce l'arrivée du projet du musée du Louvre à Lens. 2009, initiation d'un projet d'agglomération qui s'appelle Euralens. Juin 2012, le classement et la reconnaissance effectivement du patrimoine culturel évolutif du bassin minier à l'UNESCO, donc une superbe aventure qui a été menée effectivement par Jean-François Caron. 6 mois après, le 4 décembre 2012, c'est l'inauguration du Louvre-Lens, donc cette marque mondiale qui vient se poser dans un territoire qui était en déshérence et qui a dû lutter effectivement pour s'inventer un nouveau destin. 2013, un bilan intermédiaire au travers du livre blanc Acte 2. 2016, création, émergence annoncée, mais qui peine encore à être opérationnelle aujourd'hui, d'un pôle métropolitain de 600 000 habitants qui fédérerait les 3 agglomérations qui composent ce territoire. 2016, négociation avec l'État de l'ERBM, donc c'est l'engagement en faveur du renouveau du bassin minier. C'est un dispositif interministériel avec à la clé 100 millions d'euros d'investissement pour 35 cités minières pilotes sur le renouvellement énergétique thermique de ce territoire. Puisqu'il me faut conclure, alors reconnaissance UNESCO, voilà, j'en ai parlé, je reviens pas là-dessus, mais c'est quelque chose qui est assez fabuleux, vous retrouvez la doc là-dessus. La marque mondiale, juste quelques chiffres par rapport au Louvre-Lens. Donc Louvre-Lens, 3 musées dans le monde, dont un effectivement dans ce territoire, symboliquement sur un ancien site minier. Inauguration première année, 900 000 visiteurs, 500 000 visiteurs la seconde année. On stabilise aujourd'hui à
presque un demi-million de visiteurs par an, 6,5 millions de visiteurs cumulés avec un panier moyen de 100 € par visiteur, donc un effet de transfert sur les produits touristiques, la gastronomie, l'hôtellerie qui effectivement permet d'injecter une nouvelle réalité économique au territoire, concept d'une marque A2L qui est autour du Louvre-Lens et émergence d'un centre de cluster de pôle d'excellence dans le champ du numérique, dans le champ des métiers d'art, métiers d'histoire, autour effectivement du Louvre-Lens pour permettre à ce territoire de s'inventer un nouveau destin. L'accélérateur Eurolens, donc un projet d'agglomération, une vision qui se base sur la mise en valeur et le retournement d'image de la chaîne des parcs. La chaîne des parcs, c'est ni plus ni moins l'adjonction des anciens cavaliers, des anciens sites miniers qui étaient des délaissés, qui étaient des friches, et qui deviennent aujourd'hui le support d'une boucle de 100 km, 2200 hectares d'espaces verts qui sont recréés, valorisés, qui racontent une histoire et qui interprètent le paysage. Un forum d'acteurs, le forum Euralens, 120 projets labellisés pour les tirer vers le haut et inspirer les différents maires avec leurs projets dans les différentes communes, pour briller, pour s'inspirer d'exemples qui venaient de l'IBA, de l'Emscher Park, etc. ou ailleurs. Et puis préfiguration de ce pôle métropolitain de 600 000 habitants avec 3 thématiques dominantes. L'archipel noir, l'archipel vert, donc c'est ce fameux chaîne des parcs, la métropole de la 3e révolution industrielle, on aura l'occasion d'en reparler, mais surtout pour et avec la population, parce qu'on a une population qui a encore besoin d'être accompagnée, qui a été victime quelque part d'une forme d'excès de paternalisme, et qu'il faut aider à retrouver, qu'il faut remettre sur les chemins, j'allais dire, de la responsabilisation, de la créativité, et effectivement de ne pas jouer ou pas rester dans un discours de victime, mais effectivement de l'accompagner pour qu'elle puisse se prendre en charge et participer à la renaissance de ce territoire. Merci. Donc on comprend tout l'intérêt de votre présence à ces journées. Je vais passer la parole tout de suite à Sandrine Patero. On va parler donc un peu des établissements publics fonciers de manière générale, et notamment celui de Bretagne. En fait, les objectifs des EPF, ils sont déterminés dans l'article L321.1 du Code de l'urbanisme, et il s'agit d'aider les collectivités à élaborer des stratégies foncières pour mettre en œuvre leurs projets d'aménagement, très clairement. Les collectivités, pour différents types de projets, qu'ils soient urbains ou même parfois protection d'espaces naturels ou risques technologiques, ont besoin de foncier, et les EPF sont là pour les aider à l'acquérir, à le remettre en état, puisqu'on est souvent sur du renouvellement urbain, donc des friches, et ensuite à rendre un foncier propre à être utilisé. Donc les EPF, historiquement parlant, donc ce sont les plus anciens, notamment, donc on en a parlé, Nord-Pas-de-Calais, Normandie également, qui a été créé en 1968, et puis Lorraine, à la base étaient surtout créés dans des endroits où il y avait en effet des friches minières ou industrielles, et notamment pour un objectif de résorption de ces friches. Depuis les années 2000, les EPF qui sont créés en France ont plutôt un objectif de production de logements, et notamment de logements sociaux. Mais on peut participer également au développement d'activités économiques, et plus subsidiairement à la préservation des espaces naturels. Donc, comme je l'ai dit, on est là pour réaliser les acquisitions foncières à l'amiable, ou par d'autres procédures comme les expropriations éventuellement, et à procéder aux travaux de déconstruction des pollutions. Voilà, il faut savoir que l'action de chaque EPF en fait s'adapte à son territoire, puisque chaque EPF élabore pour 5 ou 6 ans un programme pluriannuel d'intervention qui tient compte notamment de ce qu'on appelle les orientations stratégiques de l'État et bien entendu des spécificités locales propres à chaque territoire. Et enfin, l'action des EPF en fait s'effectue dans le cadre de conventions, c'est-à-dire que les EPF ne s'auto-saisissent pas. Les EPF sont des outils au service notamment des collectivités locales avec qui on conventionne, avec qui on se met d'accord sur un certain nombre de choses avant d'entrer en action. Donc à ce jour, il y a environ 10 EPF d'État en France et une vingtaine d'EPF locaux. Comment intervient l'EPF? Donc le petit schéma qui est là vous dit un petit peu comment ça se passe. Grosso modo, une collectivité vient nous voir avec une demande d'intervention. Donc la plupart en renouvellement urbain, c'est-à-dire sur une dent creuse ou une friche. Et on regarde si sa demande entre dans nos critères. On a aussi une direction des études qui peut aider la collectivité à élaborer son projet, parce que parfois elle a une friche, d'accord, elle veut la résorber, entendu, mais qu'est-ce qu'on fait derrière, puisqu'on est quand même dans une optique de faire derrière. Alors, ça renvoie en effet à une notion de décroissance. Si le projet rentre dans notre critère, il passe devant notre bureau, on signe une convention, on procède aux acquisitions, aux travaux dont j'ai parlé, et puis ensuite à une revente. Alors, si possible, à un promoteur ou un bailleur, c'est-à-dire directement à un opérateur,
mais parfois directement à la collectivité, sachant qu'elle est garante du rachat. Donc nous, on rentrera toujours dans nos frais, entre guillemets. Donc, notre PPI 2016-2020, c'est l'actuel. On peut être mobilisé pour des projets donc essentiellement production de logements. Je vais aller assez vite en fait, comme ça gagnera du temps. Oui, un programme pluriannuel d'intervention en effet. Donc grosso modo, le PF Bretagne, c'était déjà le cas dans son premier PPI, mais ça s'est accentué avec le deuxième, et vraiment centré sur le renouvellement urbain. C'est un petit peu l'ADN d'ailleurs de la plupart des EPF. Donc en effet, des dents creuses en cœur de ville ou de bourg, et puis des friches, des maisons vacantes, voire quelque chose qui n'est pas en friche, mais qui a beaucoup de terrain avec peu de bâti dessus. Ça nous arrive d'aller dessus aussi. Nous avons des exigences, évidemment, puisque nous sommes en plus un EPF d'État, donc on met en œuvre aussi les stratégies et les politiques d'État. Donc notamment, on intervient surtout en renouvellement urbain, on n'a quasiment plus aucune intervention, ou quasiment pas en extension urbaine. On demande une densité minimale de 20 logements à l'hectare, ça c'est notre minimum, même si on est sur une commune de 500 habitants. Évidemment, si on tombe sur une ville plus importante et que le PLU dit qu'il faut 30 logements ou 50 logements par hectare, on sera au niveau du plan local d'urbanisme. Je vais essayer de ne pas parler par sigle, pardon. Et on demande également qu'il y ait minimum 20% de logements locatifs sociaux. Voilà, donc si je dois résumer, la France c'est liberté, égalité, fraternité, les EPF c'est renouvellement, mixité, densité. Voilà. Ça, c'est facile à retenir. Voilà. Évidemment, ces critères-là ne sont pas applicables dans des interventions qu'on fait un peu atypiques, qui sont les plans de prévention des risques naturels et plans de prévention des risques technologiques, où là, il s'agit tout simplement de mettre les populations à l'abri. Et on intervient également en espace naturel sensible éventuellement, et on a également, nous, une convention un peu spécifique peut-être à la Bretagne avec le conservateur du littoral. En fait, je pense que le mieux pour comprendre les EPF, c'est de voir quelques exemples d'opérations. Ça parle beaucoup plus que beaucoup de diapos. Donc, depuis 2010, c'est un petit peu aussi une particularité de l'EPF Bretagne. On intervient sur beaucoup de territoires et beaucoup de petites communes. Donc, en fait, il y a 1200 communes en Bretagne. Il faut savoir qu'on a eu un rendez-vous au moins avec 600 d'entre elles. C'est-à-dire, au moins la moitié des communes nous ont déjà rencontrés. Et on a signé 500 conventions. Dans ces 500 conventions, il y a une part de ce qu'on appelle un peu de déchets, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'abandonnent en cours de route, soit parce que le projet communal évolue, soit parce qu'une personne privée se propose de le faire, donc il n'y a plus besoin d'intervention publique, soit parce qu'on n'arrive pas à acheter à l'amiable et il n'y a pas le souhait non plus de la collectivité d'aller vers des procédures un peu plus coercitives. Donc sur ces 500 conventions, on aura bientôt 1000 actes, c'est des acquisitions et des cessions, donc environ, on va dire 800 actes d'acquisition. Ça veut dire qu'il nous faut beaucoup conventionner pour faire beaucoup d'actes, puisqu'on est beaucoup sur des micro-projets. Alors le premier projet que je vais vous présenter, ce n'est pas un micro-projet du tout. Voilà. C'est l'hôpital de Baudelieu, en plein cœur de Lorient. Donc vous pouvez voir sur la diapo qui est en haut à droite, le petit point bleu, c'est la gare en fait. Donc c'est vraiment une enclave urbaine. C'est un hôpital qui était énorme, il y avait 75 000 m² de foncier, 26 bâtiments. Donc je vous ai mis les photos de quelques bâtiments. Et nous avons procédé entre 2014 et 2018, puisqu'on a fait ça en 3 phases. On essaye de ne pas faire du concassage entre le mois de juin et de septembre notamment. Voilà, il faut penser aux riverains aussi. Donc on a démoli, on a acheté ce bien pour 3,2 millions d'euros. Et il faut savoir que les travaux de déconstruction des pollutions nous ont coûté 5 millions d'euros. Et sachant que dans ces 5 millions d'euros, il y en a déjà pour 400 000 euros, non pas de désamiantage, mais de diagnostic amiante. On a fait quelque chose comme 6 ou 7 000 prélèvements. Voilà. Ça, c'est donc un premier type d'opération. On est beaucoup sur ce genre de friches hospitalières, des anciennes gendarmeries, des anciennes écoles. Et on a aussi des choses beaucoup plus petites. Ici, on est à Loctudie, c'est une commune du Finistère, donc avec une magnifique glacière, là, que vous voyez à gauche, avec une magnifique vue mer, surtout sur le port, et que l'on démolit pour revendre le terrain nu à Finistère Habitat, qui va y faire, en fait, de mémoire, une douzaine de logements sociaux. Donc là, pareil, il y a un marché de démolition beaucoup plus faible, avec un montant de 151 000 euros. Donc voilà, on a... Et enfin, voilà, ça c'est un petit peu ce qui se dessine derrière, parce que les travaux sont en cours, travaux de démolition. Je rappelle quand même qu'il s'agit, si je remonte, d'un foncier de 559 m². Et Loctudie, c'est une commune qui fait, de mémoire, 3000 habitants.
Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'être dans des très grosses agglomérations pour faire du très dense, puisque on est sur quelque chose, 12 logements sociaux sur 559 mètres carrés, c'est quand même une densité remarquable. Et enfin, on a le cas de Plouisy. Donc là, on est dans les Côtes d'Armor. C'est bien, comme ça j'ai fait 3 départements sur 4. Tout le monde sera content. On accompagne en fait juridiquement la commune, mais on sera aussi bénéficiaire de ce qu'on appelle la déclaration d'utilité publique. Ça arrive souvent dans les bourgs qu'on se retrouve avec des successions non réglées. Alors là, c'est depuis 20 ans, mais on a des successions non réglées depuis les années 30 ou 40. Et ça arrive parfois que pour acheter 50 ou 100 mètres carrés, il faille contacter 70 indivisaires, quoi. Donc parfois, le bien n'est pas du tout entretenu. Donc il y a des procédures qui s'appellent parcelles en état d'abandon manifeste, sur lesquelles, évidemment, on assiste la commune, voire on les met en œuvre nous-mêmes. Ce qui nous permet ici d'acquérir un foncier pareil, en plein centre-bourg. Donc là, on est sur quelque chose aussi de beaucoup plus modeste, des acquisitions autour de 32 000 euros et une démolition qui va nous coûter dans les 20 000 ou 30 000 euros, quoi. Donc il n'y a pas du tout de notion de taille de projet. On est là pour tous les territoires, que ce soit des métropoles ou les petits bourgs ruraux. On a acheté des terrains à 39 euros. Voilà. Je crois que ça doit être notre plus... Enfin, on a aussi des acquisitions à l'euro symbolique certaines fois, mais sinon, hors ça, c'était notre plus faible acquisition. On fait également du conseil en amont, donc tout simplement parce que c'est bien d'avoir une friche, c'est bien de vouloir la résorber, ou c'est bien d'avoir envie de combler une dent creuse, mais pour faire quoi ? Et il est bon de s'interroger en amont sur les usages qu'on veut donner à ces espaces-là, de manière tout simplement à sécuriser au maximum la collectivité pour savoir dans quoi elle met les pieds. Donc déjà les études préopérationnelles, donc c'est la direction des études qui s'en occupe. Moi je travaille à la direction des opérations, propose des études préopérationnelles, qui permet à la collectivité de préciser son projet. Donc je l'ai dit, les usages, ça permet également aussi de tester, je dirais, la volonté politique, puisque en matière de négociation foncière, c'est aussi bien de savoir qu'on sera soutenu par les élus, et puis si on doit aller jusqu'à des méthodes un peu plus dures d'expropriation, de préemption, il faut aussi qu'il y ait un vrai portage politique derrière. Donc le contenu est variable, mais je pense que vous êtes chercheur, vous devez un peu savoir ce qu'est une étude préopérationnelle. Souvent on a un diagnostic, sauf s'il y a déjà eu un plan local d'urbanisme qui a fait un diagnostic du territoire, on ne va pas le refaire. 2 ou 3 scénarios et l'approfondissement d'un de ces scénarios, de manière à ce que la volonté politique soit affirmée. En 2018, il y a eu 33 nouvelles études préopérationnelles accompagnées, dont 12 liées à une petite démarche un peu spéciale qu'on a en Bretagne, dont on parlera peut-être peu plus tard, ou j'en parle maintenant, c'est comme on veut, voilà. On a en fait une démarche d'accompagnement, de redynamisation des centres-villes et centres-bourgs ruraux, qui est menée en Bretagne en partenariat avec la région, la Banque des Territoires, donc ex-Caisse des Dépôts, et l'État, qui nous permet en fait d'avoir une vision globale des bourgs et d'avoir surtout une action concertée et globale sur ces bourgs. Donc voilà, on a un montant moyen d'études préop autour de 40 000 euros. Et depuis 2010, on a accompagné les collectivités dans 255 études. Alors, on ne fait pas ces études nous-mêmes, on fait une mission d'AMO, en fait, d'assistant à maîtrise d'ouvrage auprès des communes, c'est-à-dire on les aide à élaborer un cahier des charges pour recruter un bureau d'études, et puis ensuite, vraiment, assister au comité technique et comité de pilotage. On fait de l'appui juridique et technique, je ne sais pas si je ne vais pas dépasser trop. Voilà. 10 secondes. Voilà, en fait, quand je parlais de préemption, expropriation, ce qu'on fait aussi, c'est... Parfois, il n'est pas forcément utile ou pas nécessaire d'avoir le foncier pour avoir une action sur les collectivités. Il existe un ensemble d'outils juridiques, réglementaires, fiscaux, opérationnels, que l'on conseille également aux collectivités, soit parce qu'il n'y a pas d'acquisition foncière à faire, soit pour faciliter l'acquisition foncière en question par la suite. Donc on a élaboré notamment une boîte à outils qui est disponible sur Internet. Voilà. Donc après ce tour d'horizon très technique des EPF, mais qui montre aussi tout l'enjeu de la construction et à contrario du coup par rapport à la décroissance urbaine, je vais passer la parole tout de suite à Annabelle Boutet. Quelques mots sur le commissariat général à l'égalité des territoires. Donc c'est une des administrations qui est au service de la ministre de la cohésion des territoires et des relations aux collectivités territoriales.
on est organisé en 3 directions. Il y a 2 directions qui mettent en œuvre des politiques publiques, une direction qui se charge de la politique de la ville, donc tout ce qui est quartier prioritaire, et l'autre direction, les politiques à destination des autres territoires, donc action cœur de ville, l'expérimentation en faveur des centres-bourgs, les pôles de compétitivité, les maisons de services, les maisons de santé, etc. Et il y a une autre direction qui s'appelle la direction des stratégies territoriales, à laquelle j'appartiens. Et nous, on intervient en amont et en aval des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on est dans la conception des politiques publiques, avec les fonctions d'observation, de statistique, de prospective, de cartographie, et en aval avec l'évaluation. Alors, quelques mots sur les villes moyennes, ce que je vais vous présenter là rapidement, mais vous pourrez tout lire puisqu'à la fin j'ai mis les liens vers les publications. Donc c'est un travail qu'on a fait en 2016 où c'était un moment en fait où on parlait beaucoup de la crise des villes moyennes dans la presse. Il y a beaucoup de rapports qui sont sortis. Il y a le CGEDD qui a fait un gros rapport sur les commerces dans les villes moyennes. Et en fait, au CGET, donc j'ai oublié de dire que le CGET, c'est la fusion de la DATAR, du SGCIV et de l'ACCE, les 2 dernières étant des structures politiques de la ville. Mais en fait, sur les villes moyennes, les plus récents travaux étaient datés de la DATAR, et c'était peut-être dans les années 90. Donc, en gros, on n'avait pas d'état des lieux sur les villes moyennes. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce travail en 2016 et tout simplement pour objectiver en fait la situation. Donc la question c'était est-ce que effectivement toutes les villes moyennes de France vont mal, si je fais ça très très court. Alors évidemment pour commencer il a bien fallu qu'on pose une définition. Donc je ne vais pas vous faire état des multiples définitions des villes moyennes et de l'absence de définition des villes moyennes. L'INSEE n'a pas de définition des villes moyennes, donc on a posé la nôtre qui vaut ce qu'elle vaut, qui est très critiquable, enfin bon, peu importe, il fallait bien qu'on parte de quelque chose. Donc on a pris les unités urbaines de plus de 20 000 habitants qui sont hors des aires urbaines des métropoles et qui ont une fonction de pôle urbain au sens du zonage en aire urbaine de l'INSEE. Donc le but, c'était d'avoir une certaine taille de ville, bien évidemment de dépasser le périmètre commune qui n'a plus beaucoup de sens, et d'avoir aussi la fonction de centralité, ça c'est le critère pôle urbain, zonage aire urbaine INSEE. Donc vous avez là la carte, au final on a 203 villes moyennes, donc en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Alors, sur la partie état des lieux, vous avez là quelques chiffres qui montrent qu'effectivement, les villes moyennes, c'est loin d'être négligeable en France. Alors, ça peut paraître... Enfin, je sais, vous n'avez pas parlé que de la France aujourd'hui, mais en fait, les villes moyennes en France, comme en Italie, mais c'est pas le cas dans tous les pays. Vous l'avez vu sur la carte, on en a partout. Donc on a vraiment un maillage en ville moyenne qui s'explique aussi parce que, vous le savez tous, en gros, on a une métropole, Paris. Je devrais pas dire ça vu on a 22 métropoles en France. Mais on va dire géographiquement ou physiquement, voilà, on a longtemps eu cette énorme métropole qui fait que les autres, on n'a pas eu de très grosses villes qui ont équilibré le reste de la France. Et par contre, ce maillage en ville moyenne, il est très très ancien, parce qu'on peut remonter. Bon, évidemment, c'est les villes qui ont accompagné la décentralisation industrielle dans les années 70, mais c'était les villes marchandes, etc., etc. Donc, vraiment un maillage très très présent et qui compte toujours parce que vous voyez, c'est quand même près d'un quart de la population française, un quart des emplois. Vous avez là toute une série de chiffres au niveau des équipements. Donc tout ça pour dire que les villes moyennes, c'est loin d'être négligeable. Donc effectivement, il y a un objet ville moyenne en France. Elles n'ont pas toutes disparu malgré tout ce qu'on entendait sur la crise des villes moyennes. Voilà. Peut-être un point de détail,
3/4 des villes moyennes sont des communautés d'agglomération, donc on est bien aussi au niveau institutionnel, on va dire, on est sorti de l'image de la ville moyenne, communauté de communes, pôle du milieu rural. Alors c'est pour ça, on a bien les centres-bourgs, les petites villes, les villes moyennes, on est quand même, si je puis dire, dans notre fabuleuse armature urbaine, à un niveau au-dessus, même si j'aime pas trop les gradations, mais on est encore un pays très très hiérarchisé. Voilà. Donc un maillage très fort et qui existe encore, des pôles d'équipement et des pôles de services, ça c'est sûr. Par contre, quand on regarde... Ah oui, alors ça c'était pour petit zoom population, puisque on parle de décroissance aujourd'hui. On a essayé de voir, donc là c'est les évolutions 2008-2013, entre la commune-centre et... alors là j'ai simplifié, j'ai pas tout mis, mais en fait on a regardé les évolutions de population entre la commune-centre, la première couronne, c'est-à-dire unité urbaine moins commune-centre, et la deuxième couronne, aire urbaine, moins ce que je viens de dire. Là aussi, on commence à voir qu'en fait, on a vraiment une diversité de situations dans les villes moyennes. Parce que vous voyez que on a 25% des villes moyennes où, effectivement, on a à la fois la commune-centre en baisse et l'aire urbaine en baisse. En revanche, on a 35% des villes moyennes avec des communes-centres en hausse et aire urbaine en hausse. Donc, je les ai grisées, là. Et puis 32% communes-centres en baisse, aire urbaine en hausse. Donc tout ça pour dire que les situations sont quand même très différenciées. Il y a bien un objet ville moyenne, mais des dynamiques différentes. Et pour continuer là-dessus, quand on regarde un certain nombre de critères, par contre, c'est sûr qu'il y a une partie des villes moyennes qui sont vraiment très fragilisées d'un point de vue socio-économique. Alors, un point qui nous a étonnés, et je pense qui est rarement dit, c'est qu'en fait, on a un tiers des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui sont dans les villes moyennes. Alors, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, depuis la loi de 2014, ils sont uniquement définis sur des critères de pauvreté de la population. Et dans l'imagerie populaire, on va dire, les quartiers prioritaires, c'est dans les grandes villes, les métropoles. Non, il y en a un tiers dans les villes moyennes. Donc, étant donné que c'est uniquement basé sur un critère de pauvreté, ça provient qu'il y a vraiment aussi des poches de pauvreté dans beaucoup de villes moyennes. Vous avez là d'autres critères, je vais pas tout détailler, il y en a un sur lequel je m'attarde toujours, qui est le pourcentage de jeunes non insérés. Donc les jeunes non insérés, donc c'est ni en emploi ni en formation. Vous voyez que là, on a 21% de jeunes non insérés dans les villes moyennes, 14% en moyenne en France. Et quand on regarde dans le détail, je tourne la page, on a une trentaine de villes moyennes où il y a plus d'un quart des jeunes qui sont non insérés. Donc c'est quand même énorme, si je puis dire. Voilà, enfin, je passe sur un certain nombre de choses. En fait, ce qu'on voit, c'est que sur ces critères que j'ai mis là, la moyenne des villes moyennes est déjà en général plus élevée que la moyenne française, et à chaque fois, on a 20, 30 villes moyennes, où alors là, on a vraiment des pourcentages assez inquiétants. Voilà. Donc, un objet ville moyenne réel, mais des situations très, très diversifiées. Ça, c'est on a fait des statistiques comme ça. Bon. Et puis quand même, on retombait un peu toujours sur les mêmes, là, sur celles qui présentent des signes de fragilisation. Donc, pour y voir plus clair, on va dire, on a construit un indicateur, hop là, voilà, un indicateur de fragilité. Ce qu'on voulait voir, c'est faire un gradient de situation, enfin c'est de mesurer les situations de cumul de fragilité, parce que c'est pas parce que une ville moyenne a un pourcentage de jeunes non insérés hyper élevé qu'elle va pas bien. Enfin, c'est toujours des questions de cumul de situations. Donc, on a croisé 3 critères.
sur une période 2008-2013. Dynamisme de l'emploi, dynamisme de l'économie et fragilité sociale, c'est-à-dire taux de croissance annuel moyen de la population, taux de croissance annuel moyen de l'emploi, taux de pauvreté. Il y a toute une méthode de scoring que je ne vous expliquerai pas parce que c'est nos statisticiens qui l'ont fait, mais voilà, il y a un score qui est attribué à chaque ville moyenne en fonction du décile de sa position au sein de l'ensemble des villes moyennes. Bref, ça nous fait une gradation et ça vous donne cette carte-là. Donc, les plus fragiles, c'est les violets foncés. Les moins fragiles, c'est les verts foncés. Et vous voyez là, on a vraiment une répartition qui se dessine. Ce qu'on voulait voir également, donc vous avez des petits traits blancs en fait qui joignent les villes moyennes. Ça, c'est les systèmes urbains. Donc c'était un travail financé par la DATAR, un travail réalisé par Nadine Catan. C'était pour voir les liens. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est les métropoles, c'est volontaire, mais en général, elles sont au centre des systèmes. Hein. Ce qu'on voulait voir, c'était aussi, en gros, est-ce que quand on est proche d'une ville moyenne, on se fait proche d'une métropole, on se fait aspirer par la métropole, donc on ne va pas bien, ou bien justement c'est parce qu'on est proche d'une ville moyenne qu'on va bien. En fait, ni l'un ni l'autre, ça explique rien du tout. Enfin, vous le voyez bien, on a multiples situations. Et de même que quand on est très loin d'une métropole ou entre deux grands systèmes, donc on va dire un peu au milieu de nulle part, est-ce que ça veut dire que forcément on va pas bien? Eh ben non, pas du tout. Donc en gros, les positionnements dans les systèmes urbains ne garantissent ni la bonne santé, ni la mauvaise santé. C'est autre chose. Et cette autre chose, justement, on l'a vu dans un autre travail qu'on a mené. Alors là, les cartes sont très très petites, mais vous pourrez les voir en plus grand dans les publications. Donc c'est un autre travail qu'on a mené qui est le rapport sur la cohésion des territoires. En fait, c'est un rapport qu'on doit faire, qu'on a fait en début du nouveau mandat du gouvernement et qu'on refera vers la fin. Le but, c'est de mesurer si la cohésion des territoires s'est renforcée. Elle se sera renforcée forcément puisqu'on aura bien travaillé. Voilà. Mais c'est le but. Donc en fait, on a toute une série d'indicateurs. Il y a un baromètre avec plein d'indicateurs qu'on doit mettre à jour. Et puis donc la première version, c'est de faire l'état des lieux. Et là, je vous ai mis les cartes des différents indicateurs et puis ma carte ville moyenne à la fin. En fait, au final, on s'est dit que quel que soit l'indicateur, on retombe tout le temps à peu près sur un même découpage en grandes patates. Donc, c'est pas à la commune près, hein, c'est large et c'est des gros marqueurs. Mais on a bien 4 grandes dynamiques territoriales qui se dessinent. Donc, l'Île-de-France, qui a un fonctionnement quand même très, très particulier. Alors, évidemment, concentration d'emplois, d'habitants, mais aussi départ de beaucoup de personnes. Ça, on le dit jamais, mais en fait, il y a quand même de la population qui part tout le temps. Je ne sais pas si c'est la décroissance de Paris, on n'en est peut-être pas encore là, mais enfin bon, il y a il y a un départ de population continu en fait de l'Île-de-France. Et puis, quand même, des fortes situations de pauvreté. Hein. Je crois qu'il y a... c'est évidemment en Île-de-France qu'il y a le plus de personnes pauvres. Une autre grande dynamique qui est les outre-mer, bien que chaque outre-mer n'a rien à voir avec les autres, mais quand ensemble... les indicateurs, malheureusement, font que les Outre-mer sont dans des situations beaucoup plus compliquées que la France métropolitaine. Et puis, nos deux grandes autres dynamiques, donc vous voyez, ce qu'on appelle arc occidental méridional. Donc, pour reprendre ma carte des villes moyennes, c'est là où il y a les verts, voilà, où ça va quand même mieux, dynamisme démographique, emploi. Quand même, dans plusieurs endroits, une forte hausse des prix de l'immobilier, mais globalement, ça va mieux. Et puis, ce qui reste, donc, entre cet arc occidental méridional et l'Île-de-France, alors on n'a pas trouvé, il y en a qui disent que c'est
un point d'interrogation si vous faites le tour de l'Île-de-France comme ça. Voilà. Pas très heureux comme image non plus, mais voilà, c'est là que les indicateurs sont les plus inquiétants. Donc, tout ça pour dire que quand on en revient à nos questions de ville moyenne, oui, il y a un objet ville moyenne, elles sont très diverses et en fait, elles reflètent des dynamiques qui sont bien plus larges que la seule situation des villes moyennes. Elles reflètent en fait ces 4 grands espaces qui structurent la France. Eh bien, merci beaucoup. Donc maintenant que le teasing est à son comble, puisque là, on n'a pas complètement parlé de décroissance urbaine, on va justement mettre un peu les pieds dans le plat, puisque vous êtes un peu des témoins, et en même temps, vous répondez d'une certaine façon à des commandes. Donc du coup, la première question est celle de savoir comment vous appréhendez le phénomène de décroissance urbaine dans vos structures respectives, et surtout avec quelle terminologie, avec quelle sémantique, puisqu'on a bien vu hier, notamment avec la présentation d'Annegret Hase, que la sémantique était loin d'être anodine, et qu'elle pouvait aussi faire preuve d'un certain nombre de blocages, et en même temps d'un certain nombre de difficultés à appréhender ce phénomène, ou justement à le prendre en compte. Je ne sais pas qui de vous trois veut commencer, peut-être vous, Madame Boutet, ou n'importe. Oui. Alors, moi je dirais qu'à notre échelle, alors à ma toute petite échelle de bureau de la prospective et des études, on n'a aucun problème avec le terme. On fait ce qu'on peut pour le faire avancer. C'est pas parce qu'on est dans un séminaire de recherche que je dis ça, mais comment on fait ? On finance la recherche. Et on fait de la prospective, où on essaye de... Voilà. Dès qu'on a une publication, on peut glisser attention, décroissance, on le fait. À mon niveau de directeur, il n'y a aucun problème aussi. Voilà, on n'a pas encore passé le stade au-dessus, en gros. Il y a vraiment un blocage. Alors, on l'a dit tout à l'heure, j'étais pas là les 2 jours, mais bon, voilà, en fait... je pense que chez la plupart des gens, décroissance égale déclin, voire mort. Donc voilà. Et nous, alors, on est une administration, mais on est très proche du politique. Et du coup, il y a aussi cette confusion entre décroissance qu'on utilise ici, où on parle de décroissance de la population, ou voire décroissance de l'emploi, où on est plus sur des trajectoires, des dynamiques, et la décroissance dans le registre politique. Donc, peut-être plus vers des choses alternatives, écologie, etc. Donc, nous, en fait, on a le blocage de toute façon qui est commun à tout le monde, et puis on a cette partie politique. Enfin, ça renvoie en fait encore à un autre registre d'un point de vue politique. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais que dans d'autres structures, ils n'assument pas trop, même en interne, de dire décroissance. Ils passent par déprise, qui passe un petit peu mieux. Mais voilà, en tout cas, nous, on essaye de faire monter le sujet. Ce qui est assez paradoxal, en fait, c'est que, par contre, il n'y a aucun problème quand les chiffres de l'INSEE sortent pour lire et dire « Ah là, il y a vraiment une perte de population ». Donc, ça, le constat est fait. Par contre, se passer à autre chose, c'est se dire « faut peut-être faire quelque chose », ou du moins, il faut peut-être le faire autrement, ça, on n'y est pas encore. Et vous en pensez quoi, Alors nous, de notre côté, on ne parle pas vraiment de décroissance non plus. On utilise plutôt le terme de dévitalisation, en fait, notamment par rapport à l'action sur les centres-bourgs, puisque voilà. La décroissance, je dirais qu'il y a un paradoxe, c'est que parfois il y a une dévitalisation du centre-bourg, mais toujours en tout cas une croissance foncière, c'est-à-dire toujours un étalement urbain. À la rigueur, si on parlait de décroissance foncière, nous on serait plutôt pour. Décroissance dans la consommation foncière, on serait plutôt pour. Et notre ancien président d'EPF parlait du désamour des centres-bourgs. Il utilisait ce mot-là par rapport au fait que les gens ne voulaient plus habiter les centralités. Sinon, les termes employés, les termes, je dirais, qui me viennent à l'esprit le plus souvent sont les mots friches, vacances et commerce fermé, quoi. Voilà, on va plutôt parler des symptômes plutôt que mettre un mot sur la maladie, entre guillemets. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Côté
enfin, je vais prendre les casquettes les unes derrière les autres, ce sera peut-être plus facile, parce que quand vous êtes élu local, vous vous retrouvez face à une population où la question de décroissance, où tout le discours qu'on a pu tenir durant ces 2 jours, sont des concepts qui sont très abstraits, très lointains du monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, il se rend compte qu'il a plus de travail, qu'il a un cadre de vie où il doit prendre effectivement sa voiture, enfin si on fait le lien en plus avec l'actualité d'aujourd'hui, il doit faire des kilomètres pour aller chercher un travail ailleurs qui lui permet de vivre. Des services qui périclitent, des territoires qui effectivement ont tendance à être moins attractifs, donc à se vider de la population. Donc le public, j'allais dire l'habitant du Nord-Pas-de-Calais ou le Français moyen, il va pas avoir cette capacité à théoriser ou à prendre du recul. Il va mal vivre, il va avoir un sentiment de malaise, un sentiment de mal-être par rapport au territoire. Dans certains cas de figure, il va avoir peut-être la chance ou la possibilité de muter, de déménager, d'aller vers un autre territoire. Mais force est de constater, dans ce qui se passe par rapport au bassin minier, si on pose la question du bassin minier par rapport à la métropole lilloise, ne serait-ce qu'à cette échelle-là, on a dans le bassin minier aujourd'hui, après avoir connu une phase de déprise démographique, une phase de reflux, on a une phase un petit peu de stabilisation, parce que bon nombre d'habitants de la métropole lilloise, qui du fait aussi des prix du foncier sur la métropole lilloise qui deviennent trop chers ou inaccessibles, font qu'on a un mouvement de métropolisation qui peut-être pas galopante, mais qui en tout cas crée une pression foncière et qui vient se déverser sur les franges du bassin minier qui est à 15 ou 20 km effectivement de la métropole lilloise. Donc de ce point de vue-là, la perception va être, ça va être question d'attractivité, cadre de vie. On va chercher effectivement un territoire qui attire, on va chercher effectivement à être dans une ville où il y a un minimum de services, mais dans un contexte aussi où finalement les gens sont moins fixés qu'ils ne l'étaient. Dans le bassin minier, on a un exemple, le plus extrême sans doute de fixation de la population ou d'un cadre de vie, puisque les habitants ne sortaient pas de leur cité minière, où ils allaient jusqu'à la mine et il n'y avait pas besoin, puisque tous les équipements étaient pensés, pourvus et aménagés pour créer quelque part les éléments d'un scotchage. Aujourd'hui, le citoyen, il est libre, il est mobile, il est nomade, il appartient à plusieurs tribus, plusieurs communautés différentes, numériques, pas numériques, vie réelle, etc. Donc, attention au concept, effectivement, en tout cas vis-à-vis des habitants, quand on a des usagers, des citoyens, d'avoir effectivement des choses qui sont très concrètes, pragmatiques. Après, pour la partie technique, sous l'autre casquette, j'allais dire, côté pouvoir public, évidemment, on a envie de travailler à l'évolution, à l'essor de ces territoires, et de les rendre les plus attractifs, les plus compétitifs possibles. Parce que l'enjeu, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'on a des territoires qui sont parfois plus attractifs que d'autres, et on a des territoires qui sont plutôt en croissance ou plutôt enclins effectivement à croître, métropole lilloise, qui a tendance parfois à aspirer, en tout cas les plus nantis ou les CSP+, qui peuvent effectivement y résider, et du coup, au phénomène inverse, effectivement, un phénomène de rejet pour les populations qui ont peut-être un niveau de vie un peu moindre ou qui n'ont pas en tout cas la capacité financière à. Et donc du coup, une forme de gentrification qui peut se faire, qui va jusqu'à faire parler certains de métrospoliation parfois, ou en tout cas d'une rivalité des territoires du bassin minier par rapport à l'ogre lillois dont on se méfie parce qu'il aspire, parce qu'il cannibalise tout, et parce que c'est le dernier poumon économique perçu comme tel sur le territoire. Oui, donc c'est exact. Si je peux me permettre, par rapport à l'usager, alors évidemment, comme vous dites, l'habitant il est loin de tout ça. En effet, politiquement, c'est pas très, très vendeur de parler de décroissance. Par contre, notamment dans certaines communes où les gens se sont installés pour un certain cadre de vie, nous on fait plutôt de la densification, où on change le cadre de vie quelque part en urbanisant des dents creuses ou en démolissant une friche et en y mettant des habitants. Et il faut savoir que, on a eu le cas aux dernières élections en 2014 où certains maires se sont fait élire sur la non-action entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous amenez d'autres habitants dans une commune, parfois vous dérangez ceux qui y sont déjà. Et vous avez beau expliquer qu'avec la décohabitation, on peut perdre des habitants si on ne construit pas un minimum de logements, ne serait-ce que pour atteindre ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire celui où on ne perd pas d'habitants. Vous avez des gens qui vous disent « mais moi je préfère garder les arbres qu'il y a devant chez moi ou pas être embêté par de nouveaux voisins et c'est pas grave si on décroît ». Alors c'est pas évidemment la majorité évidemment des habitants, mais on a le cas sur certaines communes rurales ou voire littorales. Oui, donc il y a des enjeux d'entre-soi parfois avec un petit peu, ouais. Et
Le traditionnel NIMBY, not in my backyard, c'est-à-dire qu'on est prêt à faire des efforts, des équipements, enfin sur des installations, le syndrome classique des deux danes. Tout le monde veut des deux danes pour ralentir la circulation et la vitesse, sauf qu'il ne veut pas devant chez soi, parce que dès lors qu'ils sont devant chez soi, ça problème, c'est du bruit, c'est la maison qui se fissure, etc., etc. Enfin, c'est la réalité aussi quand on cherche à discuter de solutions collectives avec des usagers qui entrent dans ces questions de bien commun par une entrée très individuelle ou individualiste. Mais donc du coup, il y a aussi un certain nombre d'enjeux à ne pas parler de décroissance urbaine, parce qu'il y a certains enjeux techniques, financiers, juridiques, dont vous pouvez témoigner l'un et l'autre, voire vous trois. Sur les enjeux financiers, ils sont assez clairs. En fait, le renouvellement urbain, c'est quelque chose qui coûte très cher. Voilà. Donc en effet, la décroissance urbaine, ça amène des logements vacants, des commerces vacants, des friches, on peut le dire. Et puis, voilà, des friches industrielles ou commerciales. Aujourd'hui, la réglementation en matière de déconstruction des pollutions devient de plus en plus dure. Donc, en effet, démolir quelque chose, aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Et je dirais en plus, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais plus c'est abîmé, plus ça coûte cher. Puisque des biens déjà abîmés entraînent voilà, des difficultés techniques en matière de désamiantage qui font qu'on peut être amené à faire ce qu'on appelle du curage rouge, c'est-à-dire à plus pouvoir pénétrer dans le bâtiment sans être en combinaison de cosmonaute anti-amiante, ce qui est très, très, très coûteux. Donc il y a un enjeu tout simplement financier déjà. Et ensuite, c'est vrai que de toute façon, les documents d'urbanisme poussant à la densification et à l'intensification de la ville, en réduisant d'ailleurs les possibilités d'extension urbaine, il est évident qu'on a tendance à vouloir profiter, entre guillemets, des espaces libérés. Même si voilà, il n'y a pas forcément la croissance de population qui va bien avec. Alors si ce n'est pas pour du logement, ce sera peut-être pour autre chose. Mais vous parliez aussi des enjeux de seuil, par exemple, dans les communautés d'agglomération et dans les communes. Le concept de décroissance, alors intrinsèquement, il fait peur parce que c'est quelque chose qui renvoie au négatif. Tout ce qui est négatif fait pas envie. C'est le rapport aussi à l'écologie, à l'environnementalisme. Il ne faut pas être dans une forme d'écologie punitive, il faut donner envie, il faut créer du désir, il ne faut pas créer effectivement une peur de quelque chose. Quand on parle de décroissance, c'est connoté malheureusement effectivement comme étant négatif, comme étant la perte de quelque chose. Donc c'est pas par cette entrée-là qu'on fédère les adhésions, les enthousiasmes ou les populations. Par rapport à la question effectivement des seuils, décroissance, dans pas mal de territoires effectivement miniers, de villes, quand vous avez une population qui est juste au-dessus d'un seuil démographique et que vous passez, par exemple, c'était le cas dans la ville où j'étais élu, de plus de 10 000 habitants à moins de 10 000 habitants, vous avez une conséquence directe qui est la sanction effectivement au travers de la DSGF, une dotation globale de fonctionnement que l'État verse pour alimenter le budget des communes. Idem pour les autres, voilà, vous avez ces mécanismes de flux financiers de transfert qui du coup, en cas de décroissance, peuvent aussi avoir une conséquence financière directe et qui du coup pénalisent à moyen et long terme le dynamisme et la capacité à entreprendre des projets qui vont créer de l'attractivité. Donc ça, c'est effectivement une deuxième considération à prendre en compte et qui n'est vraiment pas négligeable par les temps qui courent. Oui. Oui, c'est un terme de blocage loin d'être anodin. Et vous aviez également des compléments. Oui, enfin, ça me faisait penser à une anecdote, entre guillemets. Il y a un enjeu sur cette question-là, il y a un enjeu de gouvernance aussi commune interco. L'anecdote, en fait, c'était justement sur l'expérimentation de revitalisation des 54 centres-bourgs. On avait fait une analyse des dossiers pour voir comment ils prenaient en compte dans leur stratégie le vieillissement de la population. Parce que les 54 centres-bourgs avaient notamment été sélectionnés pour des critères de vieillissement de population. Pas que, mais notamment. Et en fait, c'était étonnant, puisque dans les diagnostics, on nous disait bien que la population vieillissait, avec tout ce que ça engendrait en termes de besoins. Par contre, dans les stratégies, toutes les stratégies étaient tournées sur l'accueil de nouvelles populations, familles avec enfants, voilà, sans qu'il y ait le passage de est-ce qu'on répond bien aux besoins de la population qui est déjà là, en fait. Donc, ça c'était pour illustrer le décalage dans les stratégies. Et après, sur commune interco, c'était toujours dans ces dossiers centre-bourg où le but, c'est quand même de revitaliser le centre-ville, de ramasser les commerces, les services, etc. Et en faisant alors, on avait analysé les documents, mais on avait fait aussi certains entretiens auprès des élus. Et un qui nous dit,
Alors, d'une part, la revitalisation du centre-bourg, c'est le projet de la commune qui n'est pas forcément soutenu par le projet de l'Interco. Prochaines élections, donc c'est passé, mais c'est pas sûr que ça continue. Et c'était un exemple en fait où il y avait un projet, alors je sais plus si c'était une maison de service ou une maison de santé, mais bon, un équipement mutualisé. Et ça s'était décidé au niveau de l'Interco, et l'Interco l'avait mis en périphérie. Voilà, donc truc classique où il y a un projet de revitalisation d'un centre et en fait, le développement se fait à la périphérie. Donc forcément, si on n'a pas une volonté à l'échelle intercommunale, on retombe sur l'étalement et le délitement aussi d'un centre. Ce qui veut bien dire qu'il y a un double enjeu qui est celui de l'échelle sur laquelle on intervient, avec une coopération notamment intercommunale, des enjeux un peu transversaux pour une démarche globale. C'est des éléments que vous avez essayé de mettre en place dans la dynamique des centralités de Bretagne. C'est ça, ouais. Donc en fait, c'est vrai que la démarche Centre-Bourg, elle a commencé petitement. Elle a été initiée d'abord sur 2 communes tests qui sont Mélé et Josselin, par Marie-Christine Renard, qui était directrice des études à l'EPF Bretagne. Et en fait, on est passé tout simplement d'une demande ponctuelle sur des friches ou un logement vacant ou un commerce vacant, en se disant on ne peut pas agir que sur le logement ou que sur le commerce, tout ça est une démarche globale. Il faut regarder ce qui fait les aménités d'un centre-bourg, c'est-à-dire ce qui attire ou pas les gens, et ce qui fait qu'on veut vivre en centre-bourg ou pas. Donc il y avait cette échelle déjà transversale, plusieurs thématiques, voire au-delà de la seule parcelle. Et ensuite, en effet, on a eu ces problématiques aussi d'échelle intercommunale. Nous, on a eu le cas très, très clairement d'un bien qu'on avait acheté où il était censé s'installer une supérette et la commune d'à côté a mis dans une zone d'activité toute proche du bourg, justement, un supermarché, enfin une supérette en question, quoi. Donc, du coup, l'opération n'a pas pu se faire. Et c'est pour ça que dans le cadre de l'appel à candidature Centre-Bourg, qui est un peu spécifique à la Bretagne, qui dont le premier date de 2007, le deuxième de 2019, mais il y a également eu un appel à manifestation d'intérêt au niveau national avec 54 communes retenues au niveau national, dont 2 en Bretagne d'ailleurs. Il y a la demande qu'il y ait toujours que le dossier soit soutenu par l'EPCI, par l'établissement public de coopération intercommunale. Et nous-mêmes, EPF, on ne passe pas un dossier en bureau sans qu'il y ait cette approche intercommunale, on demande systématiquement l'avis de l'EPCI. Et évidemment, également, il faut que ça s'inscrive dans une démarche globale. Si on est sur des actions économiques, par exemple, qu'il y ait un schéma d'aménagement des zones, et puis si c'est évidemment que ce soit conforme à des plans locaux de l'habitat ou des choses comme ça. Mais en effet, on est passé déjà d'une échelle juste parcelle à le fonctionnement global d'un bourg, globalement. Et puis, évidemment, regarder au-delà du seul territoire communal et parfois même au-delà du territoire, au-delà de l'intercommunal pour certains types de fonctions. Avec d'un côté des phases d'études et des phases d'opération, voilà, pour bien ne pas le louper, entre guillemets. Exactement, oui. Ouais. Alors les études préalables, c'est ce que je disais, elles sont importantes parce que il faut d'abord savoir qui on veut attirer. En fait, dans le cadre de la démarche expérimentale Centre-Bourg, il y a eu une étude sociologique faite par le cabinet Mana, qui en fait essayait de savoir justement pourquoi les gens venaient ou pas au centre-bourg, enfin dans les centralités de manière générale, parce qu'il y a les bourgs et les villes. Alors, on n'a pas du tout les mêmes définitions. Pour nous, une ville, c'est quelque chose qui a un certain nombre d'équipements de base, intermédiaires et supérieurs. Et en fait, on s'est rendu compte avec cette étude sociologique qu'on pouvait avoir différents usages de la centralité. L'usage n'est pas le même selon qu'on est habitant, touriste de passage, consommateur pour les commerces qu'il peut y avoir, ou simple passant, quoi. Donc il fallait d'abord déterminer les usages. Je dirais qu'une fois qu'on sait qui on veut attirer, justement vous parliez de la question de vieillissement de la population, et on continue à se dire tiens, on va attirer des jeunes. L'étude elle a exactement montré ça, c'est-à-dire qu'en effet, à un moment il faut se dire quelle cible on veut, vers quelle cible on veut se tourner. Et c'est pas la peine peut-être de chercher ou de cibler un public familial si on sait que voilà on est dans une commune ou un bourg qui de toute façon n'a pas de quoi attirer un public familial et on va peut-être se tourner vers complètement autre chose. Enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais ça a été le cas pour certaines communes d'attirer un public plutôt d'artistes ou une population un peu culturelle. Enfin il y a des expériences sur des thématiques un peu spécifiques, des micro-expériences qui sont intéressantes.
Mais on est toujours dans une démarche d'attirer. On est toujours dans une démarche d'attirer, c'est ce que disait M. Prominski. C'est pas vendeur du tout, la décroissance. Hein. C'est vrai que c'est associé au déclin. Enfin, moi, j'ai jamais vu un maire arriver en disant il y a une décroissance, on va l'accompagner. C'est comme dire je suis malade et je vais pas me soigner, quoi. C'est un peu ça. L'enjeu intercommunal, il est aussi primordial dans la question de la reconversion du bassin minier, avec également des questions auprès de la population présente, aussi de permettre à cette population présente d'accéder à certains emplois, ou en tout cas qui restent par rapport aux dynamiques que vous avez mises en place, les leviers que vous avez utilisés pour reconvertir ce territoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Question des échelles, oui, par deux entrées. Quand on parle échelle, le réflexe, c'est la question de l'échelle géographique, le territoire. Donc je vais commencer par ça, mais je voudrais parler aussi de l'échelle du temps, indispensable. Parce que quand on parle de territoire, les territoires ne se décrètent pas, ne se construisent pas sur des flashs ou des coups de baguette magique. Le territoire se construit sur le temps long. Et une ville, 80% de la ville de demain est déjà construite, et finalement la ville renouvelée, c'est que 20% de ce sur quoi on va travailler. Donc une forte inertie, une nécessité de prendre en compte le temps. Je reviens sur la question des échelles et de la géographie. Décroissance, attractivité, enfin on est beaucoup sur ces concepts-là. Est-ce qu'on peut être effectivement attractif quand on est décroissant ? Il faut travailler un projet politique, il faut travailler une vision, il faut prendre le temps d'expliquer. Donc ça demande effectivement un peu d'audace, un peu de matière grise, un petit peu de travail au niveau d'un projet, d'une équipe. Ça pose la question des moyens, et force est de constater, bassin minier, beaucoup de communes qui sont effectivement pauvres, qui disposent de peu de moyens, techniques, ingénierie, peu de moyens financiers, peu de budget. Une des réponses possibles, évidemment, c'est la mutualisation au travers du renforcement de l'intercommunalité. Mais l'intercommunalité, dans le même temps, fait peur. Parce qu'aujourd'hui, le mode de désignation et de sanction élective au travers des élections, puisque c'est ça, la population, quelque part, elle a le sentiment d'une forme de contrôle et de mise en responsabilité, en tout cas vis-à-vis de ses élus et de son maire, parce qu'il y a des élections directes. L'intercommunalité, à ce jour, son mode de désignation d'élection fait que c'est pas encore clair. Le président d'agglo, le président de communauté de communes, c'est un peu lointain. Voilà, donc on a sans doute besoin d'expliquer, on a sans doute besoin de temps, de faire évoluer aussi la question du suffrage, du mode de désignation, qui implique la question de la responsabilisation, mais aussi de la clarification des compétences. Aujourd'hui, force est de constater, au travers des dernières réformes qui ont été voulues par le législateur, que très peu de compétences restent de fait entre les mains des maires, et que ce sont pour l'essentiel les intercos, notamment depuis les dernières lois NOTRe et MAPAM, qui constituent un gros coup d'accélérateur et un gros coup de projecteur sur effectivement les intercos, mais dans le même temps, surtout si on regarde un petit peu la réaction qui ont été au dernier congrès des maires de France en novembre dernier, ont suscité plutôt un tollé, une levée de bouclier, et surtout un désenchantement de la part de l'essentiel des élus, puisque d'après les chiffres et les sondages qui sont parus à l'époque, un maire sur deux aujourd'hui n'envisage pas de se représenter alors que les prochaines échéances sont dans un an, ou à peine. Donc ça veut dire crise des vocations, ça prouve aussi la complexité d'eux. Est-ce que la commune aujourd'hui, et cette spécificité du millefeuille français, mais surtout des 36 000 chapelles héritées de la Révolution, est toujours d'actualité, est encore l'échelle pertinente pour entreprendre, pour développer un territoire. Dans un contexte où effectivement la concurrence entre les territoires se pose non plus à l'échelle effectivement d'une interco, d'un département, d'une région, mais on est dans un monde globalisé où les questions effectivement d'attractivité, de développement, d'impulsion territoriale ne connaissent plus les frontières, en tout cas plus les frontières administratives derrière lesquelles on s'est réfugié pendant bon nombre d'années. Et tout ça me pose aussi à revenir sur ce que je disais tout à l'heure, la question de l'échelle du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un temps qui s'est accéléré, dans un temps où effectivement, la ville, c'est quelque chose qui prend du temps pour être construit, structuré, pour évoluer. Ce sont les processus d'aménagement du territoire, la résorption a fortiori de territoires en déshérence ou en décroissance, des friches industrielles, c'est extrêmement coûteux. C'est tellement plus facile de tartiner, ou, pardonnez-moi si en termes d'expression, j'ai un parti pris, mais de consommer, on va dire, de l'espace vierge, de l'espace agricole sur lequel il y a quand même des enjeux environnementaux très très forts, mais c'est tellement plus rentable, tellement plus facile d'un point de vue procédural de créer des zones périphériques, plutôt qu'effectivement de travailler, de renouveler la ville sur elle-même. Donc attention aussi par rapport à toutes ces questions-là. Derrière ça, il y a des questions effectivement de la prise en compte de l'intégralité des enjeux financiers, parce que
voilà, il y a la question effectivement aujourd'hui de l'écologie qu'on ne monétise pas ou qu'on a du mal à monétiser pour savoir quel est le prix de l'environnement, quel est le prix effectivement de tous les déplacements. Et les calculs qu'on fait n'intègrent pas forcément l'ensemble de la problématique d'aménagement, de développement, en incluant l'ensemble des échelles de temps, le court, le moyen, le long terme. Parce que dans les processus de structuration, de réflexion, enfin, de construction de la ville, en général, on calcule à court terme, on pense les projets à court terme. Ne pas oublier qu'il y a aussi des échelles après de fonctionnement sur le moyen et long terme qui font que les équations sont peut-être un peu différentes quand on considère le moyen et le long terme par rapport à l'opportunité si évidente du court terme. Mais sur cet enjeu d'échelle, on a un autre échelon qui devient de plus en plus clé, qui est celui des régions, que vous connaissez bien, à la Bubouté. Donc vous pouvez peut-être nous donner quelques clés sur cette transition quand même qu'on peut observer entre l'État et les régions. Alors, je vais faire une transition échelle, mais on va... Voilà. Non, mais parce que ça me faisait penser cette histoire commune interco. J'allais dire, on n'est pas au bout de nos peines, puisque effectivement, les dernières lois ont renforcé les compétences des intercos, mais aussi ont élargi les intercos. Et alors, le programme national de revitalisation des centres-bourgs, parce que sur tous nos sujets, de toute façon, échelle de temps, on a aussi les élections. Donc ça, de toute façon, le temps du projet, le temps politique local et le temps politique national, ça ne correspond jamais. Donc, bon, ça c'est une chose. Et donc voilà, renforcement des compétences des intercos. Et quand on a fait l'évaluation du programme de revitalisation des centres-bourgs, on était, les lois étaient passées. Et donc, quand les communes et les intercos avaient déposé leurs projets dans le cadre de cette expérimentation, elles étaient à une certaine échelle et avec un certain accord politique. Changement d'échelle plus changement de politique et donc d'élus possibles. Mais en fait, ça veut dire sur toutes nos questions de centralité, parce que quand même la décroissance, c'est quand même beaucoup, en tout cas dans les esprits, c'est beaucoup, ça renvoie beaucoup à la question de la centralité, de la perte de centralité. C'est de plus en plus compliqué à l'échelle d'une grosse interco où la commune-centre peut perdre beaucoup de population. Effectivement, à côté, ça va très très bien. Et là aussi, en termes de législation, de règles, ce qu'on entend très très souvent, c'est que la commune-centre perd de la population, mais elle a toujours toutes les charges de centralité. Et voilà. Et alors, plus ça s'agrandit, on va dire, plus compliqué que c'est. Donc, voilà, on n'en a pas fini. Et donc, ça fait une transition avec les régions, puisque élargissement des régions aussi. Voilà. Donc, et là, pour l'instant, on n'y voit pas. Je ne sais pas si au niveau local c'est plus clair, mais au niveau national, on peut pas mesurer actuellement, voilà, quelles sont les politiques des nouvelles grandes régions et ce que ça produit. Par contre, c'est sûr. Alors, niveau État, mais ça c'est pas nouveau, hein, mais les dernières lois ont quand même largement renforcé le rôle des régions en aménagement et en développement économique. L'État ne peut plus depuis un certain temps faire tout seul, mais là il y a aussi, je pense, avec les dernières lois, j'aime pas trop ce mot-là, mais une mise en responsabilité des régions par rapport à leur propre territoire. Et du coup, pour l'État central, ça veut dire que il peut pas construire ces politiques publiques territoriales sans les associations d'élus, parce qu'au niveau central, on parle avec les associations d'élus, pas avec toutes les collectivités. Voilà, c'est quand même plus simple. Donc si on reprend par exemple Action Cœur de Ville, ça a vraiment été co-construit avec Ville-de-France, donc l'assaut des villes moyennes. En fait, on avait un système, donc c'était Action Cœur de Ville, c'était vraiment une initiative du ministre. Donc l'élaboration était vraiment pilotée par le cabinet du ministre.
On avait ça a duré 6 mois l'élaboration, on se voyait tous les mercredis matins. On avait une équipe, ils avaient appelé ça Task Force, autour du cabinet du ministre, où en fait on avait donc l'ADHUP, le CGEDD, la DGE, ANRU, ANA, Caisse des dépôts, nous. Donc c'était vraiment le noyau dur. Et on avait un niveau plus élargi tous les mois avec les autres ministères qui étaient potentiellement concernés, parce qu'on a bien dit que de toute façon des projets de revitalisation, c'est des projets transversaux, donc ministère enseignement sup, éducation nationale, enfin tout ce que vous voulez. Et on avait aussi un groupe miroir, c'est-à-dire que nous, pendant qu'on était en train d'élaborer notre plan, cerner les mesures qu'on pouvait proposer, en fait, on a réuni un groupe où il y avait bien sûr Ville-de-France, mais il y avait les EPF, il y avait les représentants les fédérations de commerce, il y avait les bailleurs, il y avait des chercheurs, etc., etc. Et en fait, on leur renvoyait ce qu'on était en train de réfléchir, et du coup, ça nous a permis de réinterroger ce qu'on était en train de faire. Donc ça veut dire qu'il y a eu, d'un point de vue technique, il y a vraiment, c'est pas quelque chose qui a été conçu uniquement dans les bureaux de l'administration centrale. Ça n'empêche pas qu'à un niveau politique, il y a eu des négociations, je n'y étais pas évidemment, entre le ministre et la présidente de Ville-de-France, mais au moins d'un point de vue technique, c'est un autre mode de... voilà, on va vers la co-construction. Et ça, je pense que on avait aussi un ministre élu, maire d'Aurillac, donc qui connaissait parfaitement le sujet, qui, je vous ai présenté ce travail-là, nous on l'a fait, c'était avant l'élaboration d'Action Cœur de Ville, vu que c'était en 2016. Action Cœur de Ville, nouveau gouvernement 2017. Donc nous, on lui a donné ça, c'était fait, voilà, comme les autres administrations ont donné des éléments, mais le ministre voulait absolument pas que l'État dise, voilà notre politique pour les villes moyennes, et sortir la liste des villes moyennes qui étaient retenues, si je puis dire. Ça, c'était hors de question. Pas d'appel à projet, pas de liste préconçue, tout simplement parce que, et vous l'avez dit, en fait, la notion de ville moyenne d'une région à une autre, ça veut à peu près pas, en tout cas, a priori, ça n'est pas entendu de la même manière. Après, c'est marrant parce que quand on regarde les 222 villes Action Cœur de Ville et nos 203, elles sont à 80%, c'est les mêmes. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est une posture qui est... l'État ne définit pas ce que c'est une ville moyenne, et c'est plus sur j'allais dire, le volontariat. Donc, effectivement, cette capacité élue commune interco à porter... s'engager dans la durée, sur 5 ans, à porter un projet. Autre exemple, mais qui est un petit peu lié, c'est le programme, alors ça s'appelle pas un programme, ça s'appelle une initiative territoire d'industrie qui vient d'être lancée. Là aussi, c'est un mode d'élaboration assez original, je pense, pour l'État. Là, c'est un pilotage cabinet du Premier ministre. Et en fait, ils ont choisi de demander à une mission de faire des propositions sur ce sujet territoire d'industrie. L'intuition du cabinet du Premier ministre, c'était la politique industrielle de la France et très sectorielle, très filière, innovation, internationalisation. On passe à côté de certains territoires. Voilà. Donc on crée cette initiative territoire d'industrie. Et en fait, dans la mission qui a fait les propositions, moi j'étais co-rapporteur, donc il y avait Région de France, il y avait la DCF, donc les intercos, donc les deux assos d'élus qui sont certainement les plus concernés par les questions d'intercommunalité. Il n'y avait pas France urbaine puisque le programme n'était pas conçu pour appuyer l'économie des métropoles, mais d'autres territoires. Donc, Région de France, ADCF, il y avait une industrielle, un parlementaire et un expert. Voilà. Et tout ça a travaillé. Il y a eu 20 auditions, 10 déplacements pendant un mois. Donc,
c'était intensif. Ils ont rendu leur rapport, le cabinet du Premier ministre s'en est saisi, mais du coup, on est bien sur quelque chose qui n'est pas, évidemment, enfin, ils n'ont pas pris le rapport et repris tout ce qu'il y avait dedans, ils ont fait leur choix, mais en tout cas, c'est une politique territoriale qui n'est pas uniquement construite par l'administration centrale. Mais on met vraiment les assos d'élus au cœur du dispositif. Et c'est vraiment important parce que du coup aussi, il y a une mobilisation des collectivités beaucoup plus forte que si c'était quelque chose qui descendait comme ça. Et juste une illustration aussi, territoire d'industrie, donc il y a un pilotage national, un pilotage régional, puis un pilotage au niveau de chaque territoire. Et le pilotage régional est totalement confié au président de région. C'est même pas une coprésidence région-État, c'est chaque président de région qui traduit, donc qui territorialise, on va dire, le dispositif. Donc voilà, enfin tout ça sur le rôle des régions, il est éminemment important pour réadapter en fait des initiatives nationales à chaque situation territoriale. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que vous aviez dit, qu'on retrouve dans d'autres territoires, c'est justement ce lien national-local avec l'appartenance à Aurillac, qu'on retrouvait à Los Angeles, puisqu'évidemment Jean-François Caron était aussi un élu régional, donc avec la capacité à monter un certain nombre de projets, à récupérer un certain nombre de subventions. Il me semble qu'il y a eu le fonds FEDER qui a été mobilisé, etc. Donc quand même des grosses subventions pour un territoire aussi petit. Mais je vais poser une autre question, une dernière question avant de passer la parole à la salle, parce qu'il me semblait que sur le PF, ce qui était intéressant aussi, c'était vos blocages d'action et les limites. On avait parlé notamment de la question de, voilà, que fait-on dans les cas où il n'est plus pertinent ou pas pertinent d'intervenir. Ouais. Vous aviez quelques éléments. Tout à fait, ouais. Alors j'ai quelques diapos là-dessus s'il faut. En fait, les EPF ont été en effet créés pour résorber les friches et notamment pour faire du logement. Aujourd'hui, en fait, un EPF, il est jugé par les services de l'État essentiellement selon sa production de logement. Tous les ans, on ramène à l'État des statistiques. Ils nous demandent combien de logements créés sur les parcelles acquises, combien de logements créés sur les parcelles vendues. Donc en plus, c'est sur nos parcelles à nous. Alors que parfois, il faudrait, pour débloquer des situations, acheter seulement des parcelles, par exemple, d'accès à des dents creuses qui ne produisent pas de logement. Donc déjà, on est hors critère. Et ensuite, on a aussi un problème de résorption de friches. Donc il y a la diapo, je ne sais pas si on peut la passer sur Malansac. Donc c'est une friche agricole qui est à l'entrée du bourg, voilà, d'une commune d'environ 2000 habitants. Non, même pas, 1200 plutôt. Donc la commune nous appelle, puisqu'en plus, il y a des départs de feu réguliers. Et puis, si vous mettez la diapo d'après, vous verrez que c'est... Vous voyez comme c'est beau, c'est ce qu'on traite habituellement à l'EPF en plus. Mon ancien directeur général disait si c'est moche et compliqué, venez nous voir. Donc clairement, c'est ça. Alors vous avez les diapos donc, de ce que je vous disais, de bâtiments extrêmement dégradés. La diapo qui est un peu inquiétante aussi, c'est celle que vous voyez en bas à gauche, puisque ce sont des vélos en fait. Donc on voit qu'il y a éventuellement des enfants qui viennent jouer là-dedans. Donc la décroissance, c'est pas que des problèmes urbains, si, c'est des problèmes de sécurité. Tout simplement, qu'aujourd'hui, on ne sait pas traiter, puisque vous avez une entreprise qui est en liquidation, vous avez face à vous un mandataire judiciaire qui vous dit qu'il a fait la mise en sécurité du site parce qu'il a clôturé, mais qui ne peut pas empêcher tout le monde de passer par-dessus les clôtures. Et voilà, un maire qui est à peu près, assez décontenancé parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et aujourd'hui, pour ça, on n'a pas vraiment de réponse. Alors évidemment, il y a les systèmes de sites orphelins avec l'ADEME, mais clairement là-dessus, on n'a pas de pollution des sols, on a juste un bâtiment extrêmement amianté en fait, donc qui dans la pollution ne percole pas forcément en dessous ou ne pollue pas la nappe. Donc sur ce bâtiment-là, on a quand même aidé la collectivité, elle a accepté de dépenser quand même quelque chose comme 10 ou 15 000 euros de diagnostic amiante et de sondage pollution. Et quand on a fait le compte, en fait, sur une commune de 1000 habitants, on en arrivait, si on appliquait nos critères de minimum 20 logements à l'hectare, et encore, il y a une partie qui est zonée agricole, elle devait produire 56 logements, là où elle doit livrer, 4 à 8 PC par an, quoi. Et en plus... PC, permis de construire. Oui, voilà, pardon, permis de construire. Voilà, on est en train de lui dire que son développement se ferait à cet endroit-là pour les 15 prochaines années.
Et en plus, donc elle avait déjà des investissements en cours, parce que voilà, il y avait un problème de la cantine scolaire. Et quand on a fait le bilan, en fait, on a fait un petit bilan financier, grosso modo, en se disant si elle fait un petit lotissement, enfin un petit lotissement à 20 logements à l'hectare, on en arrivait à des coûts de déficit, si on achetait le bien à l'euro symbolique, entre 1,2 million et 1,6 million. Donc voilà, pour une commune de 1200 habitants, c'est absolument pas envisageable et c'est pas supportable. Et pourtant, on a quand même un problème de sécurité qui est évident et qu'il me semble on devrait pouvoir résoudre, nous en tout cas, spécialistes de la question, quoi. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Et on a un autre cas, donc, je suis désolée. Voilà. On a autrement des cas on parlait aussi de dévitalisation, la décroissance, elle se fait aussi parce que parfois les gens n'ont pas envie d'habiter à certains endroits, parce que bon, dans les centres-bourgs, le logement peut être pas très bien configuré, pas très bien isolé, et surtout pas de jardin, alors qu'on se retrouve dans une commune de 1000 habitants, ou dans le lotissement à côté, 500 mètres plus loin, on a des pavillons. Donc ce qu'il faudrait des fois, c'est tout simplement faire la reconfiguration urbaine, en fait, du curage îlot et puis du remembrement parcellaire pour redonner des terrains à ce genre de cas. Donc je crois que ces diapos d'après, on a un cas... non, je sais pas. Oui, non, encore avant. Bon, enfin bref, c'est une commune où en fait on a été appelé pour acheter une dent creuse, on va dire, donc voilà, des espaces libres dans le bourg, et où on va également acheter une autre parcelle, puisque 2 de ces espaces libres, de ces jardins, constituent le jardin de maison, qui ne sont pas accolés à la maison. Et justement, on va en profiter pour acheter un autre terrain et faire que les jardins soient accolés à la maison. Tout simplement, voilà, la vacance, parfois, c'est que reconfigurer l'existant. Il n'y a pas forcément besoin de forcément reconstruire dessus, quoi. Mais aujourd'hui, avec nos critères, on ne peut pas vraiment prendre ce type d'opération. Peut-être une réaction en 2 mots très rapides. Densité est un mot qui fait peur. Il fait peur à l'élu et c'est un mot qui est difficile à assumer parce que même s'il répond aux enjeux, aux préoccupations écologiques, environnementales, aujourd'hui, la demande de l'essentiel de la population, ça reste encore et toujours dans le référentiel français, cette maison typique dans le lotissement dont je fais le tour. La question de la mitoyenneté, la question de la densité sont des sujets qui restent encore trop tabous et sur lesquels les élus locaux ont besoin d'être accompagnés par les services compétents, les services de l'État, les services, ou les bureaux d'études, ou les collectivités que peuvent être effectivement les intercos. Ou aussi dans le cadre des coordinations des démarches d'aménagement au travers du SRADET, schéma régional d'aménagement de développement du territoire, ou SRCAE sur le climat et l'énergie, SRDE, donc toute cette stratégie, cette vision stratégique qui doit être construite au niveau des régions. Je pense qu'effectivement les régions ont aussi un devoir d'accompagner les collectivités dans ces pratiques parce qu'elles peuvent faire le lien d'un point de vue stratégique, d'un point de vue opérationnel. Elles peuvent aussi désacraliser un certain nombre de sujets qui font peur parce qu'elles en ont les moyens techniquement, parce que ça demande effectivement un minimum de réflexion et de stratégie et que voilà, les collectivités au niveau celui de la proximité dans le territoire, effectivement elles sont un peu désarmées, dépourvues, elles ne savent pas forcément répondre à des questions qui sont très complexes. L'aménagement du territoire est devenue une discipline extrêmement complexe aujourd'hui. Après ce tour d'horizon, mais en pas de course, des différentes limites que vous observez par rapport à cette décroissance urbaine, mais aussi des limites techniques, des limites de conscience, de pensée, de solutions pratiquement, qu'on voit et également les liens entre le national, le local, quand on voit que la loi Elan, c'est construire plus, construire mieux, etc. La dissociation zone tendue, zone détendue, enfin voilà, quand on voit tous ces éléments et ces décalages, voilà, j'imagine que vous avez plein d'autres questions à poser. C'était vraiment un teasing, un bref aperçu des difficultés rencontrées quand on est face à des cas peut-être un peu plus pratiques, quand on passe de la théorisation à l'action. Est-ce que vous avez 1 ou 2 questions pour clôturer cette table ronde ? Vous n'oubliez pas de vous présenter rapidement au tout début. Bonjour, Charles Rive, je suis doctorant à l'Université Paris-Est. J'ai une question concernant, pour Madame de l'EPF, savoir si aujourd'hui il y a des réflexions qui sont menées pour essayer de trouver, on a vu le nombre de conventions que vous aviez de façon annuelle un petit peu importante, est-ce qu'il y a des systèmes qui travailleraient sur une péréquation entre les sites justement pour
être plus adapté à des marchés qui peuvent être différents et du coup compenser, traiter la vacance en compensant la densité d'un endroit avec la densité à un autre endroit. Alors, c'est un sujet d'actualité. Il y a des réflexions, en effet, sur la démarche Centre-Bourg en Bretagne. Elle a été menée par 4 acteurs, qui sont, donc, je disais, la Caisse des dépôts, aujourd'hui Banque des Territoires, la région, l'État et l'EPF. Aujourd'hui, il y a des réflexions, en effet, notamment par la Banque des Territoires. Enfin, voilà, il y a des réflexions sur la création d'une filiale foncière pour en effet faire de l'aménagement ou des opérations dans des endroits déficitaires en rééquilibrant à l'échelle du territoire, donc de la région, avec des opérations bénéficiaires ailleurs. C'est vraiment qu'au stade de réflexion aujourd'hui. Aujourd'hui, l'outil n'existe pas, mais clairement, lors de nos rencontres avec les opérateurs, puisque c'est ce qu'on a dit depuis sur toute la journée, sur les territoires en décroissance ou là où il y a pas d'équilibre économique, les opérateurs privés ne vont pas. Donc aujourd'hui, clairement, on a un manque d'opérateurs. On a essayé de rencontrer les opérateurs privés, on voit qu'il y a un souci à ce niveau-là. Donc les réflexions sont en cours, mais aujourd'hui, l'outil opérationnel, il n'existe pas. Est-ce que vous auriez une autre question ? Oui. J'ai une question notamment par rapport à l'établissement public foncier. Est-ce qu'il y a des réflexions justement sur les contraintes que vous avez aujourd'hui de fonctionnement et d'évolution ? Je pense notamment par rapport à vendredi après-midi quand on nous a présenté le cas de Leipzig, où il y a eu énormément de déconstruction préalable avec une mise en attente de ces espaces qui par la suite, d'après ce que j'ai compris, était un gain extrêmement intéressant pour la ville et aujourd'hui sont sujets à une pression foncière assez importante. Donc est-ce qu'il y a une possible remise en question de votre fonctionnement aujourd'hui ? En fait, comme je le disais, tous les 6 ans, on fait un programme pluriannuel d'intervention. Et déjà, dans le deuxième, il y avait des choses qui n'existaient pas dans le premier, notamment dans le deuxième, donc 2016-2020, on a un dispositif de minoration foncière. Très clairement, si votre opération est déficitaire, alors selon certaines règles que je n'exposerai pas ici, et que vous rentrez dans nos critères, on peut prendre à notre charge 60% du coût des travaux. Et d'ailleurs, au départ, c'était que 40%, 60% dans un cas. On s'est déjà rendu compte que même avec ce dispositif de minoration, on avait mis des règles de fonctionnement de ce dispositif qui étaient trop sévères, ce qui fait qu'on n'arrivait pas à faire effet levier. Donc, alors que notre PPI, il est pour 2016-2020, en 2018, on a fait un avenant à ce PPI pour modifier les règles de façon à pouvoir plus subventionner en fait les coûts de déconstruction des pollutions. L'année prochaine, enfin cette année ça va commencer et l'année prochaine on sera en plein dedans, on sera dans l'élaboration du 3e programme pluriannuel d'intervention de l'EPF Bretagne et ces questions de friches, elles sont vraiment d'actualité, elles seront évidemment mises sur la table. Aujourd'hui il y a même, pour tout dire, la DREAL, donc les services de l'État en Bretagne, qui lance une réflexion là-dessus à laquelle on est associé. Et évidemment, la résorption des friches, alors en plus en Bretagne on a un problème aussi de friches agricoles et avicoles relativement élevé, enfin voilà. Quelqu'un s'était amusé à faire un petit comptage, ça faisait des dizaines de milliers ou de millions, je ne sais plus, de mètres carrés de toiture amiantée à traiter. Oui, ces critères d'intervention, ils sont révisables. C'est juste que si les élus le souhaitent, évidemment, puisque en fait, ce sont notre conseil d'administration, donc, qui sont composés d'élus locaux qui le décident. Après, voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, les EPF, par rapport au ministère et à l'État, ne sont regardés qu'à l'aune de la production de logements. Je pensais notamment à mettre en écho aussi avec justement l'échelle temporelle. Oui, alors, c'est vrai, vous avez dit une chose par rapport à la ville de Leipzig, c'est juste qu'en fait, le modèle économique d'un EPF, en fait, un EPF, il touche ce qu'on appelle la taxe spéciale d'équipement, mais ça ne lui suffit pas à vivre. Souvent, il l'emprunte en plus pour réaliser ses actions, et il vit notamment des reventes qu'il fait. Donc aujourd'hui, on est sur des durées de convention à 7 ans, ce qui nous permet d'avoir un roulement qui fait qu'à la revente, on récupère de l'argent, ce qui nous permet d'investir ailleurs. Si on doit être sur des durées de portage extrêmement longues, 20 ans, 30 ans, ça remet en cause aussi le modèle économique de l'EPF, et là, il va falloir trouver les financements. Après, voilà, c'est un choix d'élus. Avec des temps de portage qui se sont clairement réduits. Oui. Alors, peut-être que d'autres EPF avaient des temps de portage plus longs, notamment sur les résorptions de friches. Nous, à l'EPF Bretagne, à la base, on était même à 5 ans parcelle par parcelle. On est passé à 7 ans, durée de convention, deuxième PPI. On peut aller jusqu'à 10 ans dans certaines opérations complexes et exceptionnellement sur décision du conseil d'administration à 15 ans. Pour l'instant, on n'en a pas. Parce que voilà, et même notre PPI prévoit que ça ne peut pas être plus d'un certain pourcentage de notre budget, toujours par rapport à ce modèle économique qu'on ne peut pas non plus mettre en péril, puisque voilà, il faut aussi conserver la bonne santé financière de l'établissement.
De mémoire, à l'échelle des Hauts-de-France, effectivement, on avait des durées d'opération et de portage qui étaient entre 5 et 10 ans dans les cas les plus complexes. Ce qui est intéressant par rapport à l'action de l'EPF, quelque part, c'est une façon de réguler via les pouvoirs publics et via effectivement ces structures qui sont des structures d'investissement public financées par le denier public, du coup de financer voilà, sur le temps long un retournement de marché. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de décroissance où les villes effectivement se dégradent, dégénèrent, donc le foncier on le réhabilite. Dans les Hauts-de-France, on a beaucoup fait de ce qu'on appelle du traitement de préverdissement ou du traitement d'attente, qui permettait quelque part de dépolluer, ce qui était le plus complexe, le plus difficile. Et si le marché ou le développement de la ville ou du territoire faisait qu'il n'y avait pas une sollicitation particulière pour une opération de logement ou de développement commercial ou développement de X ou Y infrastructure, ça permettait au moins de préparer le foncier, et quand le marché, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, redevenait solvable, ou parce qu'il y avait une demande et que les villes redevenaient des villes un peu plus attirantes, qui avaient des besoins de foncier, elles pouvaient reprendre, remobiliser ce foncier-là. Et donc ce qui permettait, mais sur le temps long, effectivement, de renouveler la ville sur elle-même, plutôt que d'aller chercher effectivement du foncier agricole qui est très facile à utiliser, à mobiliser par les procédures que l'on connaît. Mais c'est vrai que l'EPF de Nord-Pas-de-Calais a été particulièrement pionnière sur ces questions. Après, on peut quand même... je fais juste une remarque avant de prendre une dernière question, puisqu'on ne s'est pas encore fait virer de la salle, profitons-en. Ça pose quand même la question d'être toujours dans de la subvention, dans de l'exceptionnel. Est-ce qu'on n'est pas quand même au bout d'un certain modèle? Alors maintenant, je vous laisse là-dessus. Et Alors, le temps de faire remonter le micro. Ce qui est intéressant dans les territoires en décroissance et les villes en décroissance, c'est que ce sont des lieux d'expérimentation aujourd'hui de solutions frugales en termes de financement, en termes d'ingénierie. Et donc ça veut dire que je pense qu'on sort de cette période de l'État stratège, de l'État un peu providence, ou de la région même, puisque l'ensemble des autres collectivités, dont la région, ont des finances qui se raréfient. Et ce que je trouve intéressant dans les villes frugales, et pour le coup Los Angeles est un exemple où on s'est beaucoup creusé les méninges et on a cherché à faire, avec pas forcément beaucoup de moyens, mais avec beaucoup d'audace et parfois un peu d'intelligence. On a titillé, on a co-construit avec les pouvoirs publics, on a co-construit avec les habitants des solutions qui finalement sont moins coûteuses. Plutôt qu'effectivement parce qu'on n'a plus les moyens, on ne pourra plus, le marché étant ce qu'il est, on va dire dans l'Europe qui, à l'échelle d'un monde globalisé, n'est plus un territoire avec une aussi intense production de richesses qui permet de redistribuer sous forme d'impôts ce qu'on pouvait faire à l'époque où on était une grande puissance industrielle. 30 ans se sont écoulés, désindustrialisation est passée par là. L'industrie aujourd'hui, elle est en Asie, elle est aux États-Unis, mais elle n'est plus chez nous. Ce qui fait qu'on réinvente une autre forme aujourd'hui d'agilité dans la façon d'inventer nos villes, nos territoires, une autre forme d'économie aussi, économie de la connaissance, économie qui est aussi beaucoup plus respectueuse de l'environnement. C'est le projet européen qui est malheureusement mal connu, mal traduit dans le conscient du citoyen français, ou qui est mal compris par les politiques aussi. Mais quelque part, aujourd'hui, il faut s'évertuer à penser un modèle d'action publique ou un modèle de développement territorial qui soit beaucoup plus frugal en termes de ressources, beaucoup plus équilibré, qui intègre les coûts environnementaux qu'on intégrait relativement peu, et qui intègre aussi les questions effectivement du moyen et du long terme. Et donc de la viabilité d'opérations sur le moyen et long terme, et pas uniquement l'opportunité d'un court terme, encore une fois. Oui, moi c'est plutôt une remarque de surprise, et puis donc ça m'amène à poser la question, mais notamment pour vous qui venez du bassin minier, vous nous avez fait une présentation où vous montrez que le bassin minier semble s'en sortir, en tout cas autour de Lens, etc. Et pourtant, les derniers chiffres du recensement de la population ont montré une perte de population de 10% de la ville de Lens, de 7% de la ville de Douai, de 5% de la ville de Carvin, et que globalement l'aire urbaine de Lens-Douai a perdu 5% de sa population. C'est inscrit depuis 1962 que le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais perd de la population, et pourtant il y a toujours ce tabou du fait que non, ça va mieux, et à chaque fois on parle du moment du retour à la croissance du bassin minier. C'est inscrit aussi dans le rapport Lacaze depuis 1982 que le bassin minier doit poser sa question de la décroissance, et pourtant on garde toujours le même discours de on a un point d'inflexion et le bassin minier va mieux, alors que tous les indicateurs socio-économiques tendent à montrer plutôt le contraire, aussi bien en termes de taux de pauvreté, de chômage, et donc voilà, c'est la question de cette acceptabilité à un moment de mettre les mots sur les choses pour pouvoir avancer et potentiellement proposer de nouvelles stratégies. Alors le bassin minier, en effet, il ne va pas mieux.
C'est un territoire dont l'intensité de la déflagration, de l'effondrement, effectivement, reste encore à travailler aujourd'hui. Et je pense qu'on a encore quelques années de travail, de mobilisation et d'engagement devant nous pour pouvoir résoudre tout un tas de problèmes. Après, le bassin minier continue de perdre de la population, mais cette population, elle va où? Étalement périurbain. Entre le bassin minier et la métropole lilloise. Tous ces territoires un peu interstitiels, ruraux, qui sont faciles à urbaniser, voient des lotissements se développer, et donc ça pose la question effectivement de la densité, de la question effectivement d'une ville qui serait un peu plus compacte, et là ça engage la responsabilité des pouvoirs publics, des élus, effectivement, à avoir des SCOT, des documents, enfin voilà, un urbanisme compact, et c'est compliqué, parce que voilà, la réalité du marché, la réalité de la demande côté citoyen, elle n'est pas sur ces sujets-là, elle n'est pas sur ces objets-là. Alors, après, on essaie effectivement, voilà, l'ampleur de l'effondrement sur le bassin minier est telle qu'effectivement, voilà, je vous donnais les chiffres, les 350 000 emplois industriels détruits en l'espace de 30 ans, le Nord-Pas-de-Calais à l'époque, c'est 1 million d'emplois. Donc un tiers de l'emploi est désintégré en l'espace de 30 ans. Je ne suis pas persuadé qu'il existe beaucoup de territoires en France ou en Europe qui ont connu un tel effondrement aussi massif, aussi brutal. Ce qui fait qu'effectivement, peut-être, par rapport aux autres territoires, on a été confronté au défi de devoir se réinventer, dans un contexte où il y a de moins en moins d'argent public et où la perfusion publique est de plus en plus difficile à obtenir. Donc on essaie effectivement, au travers de laboratoires type Los Angeles, d'inventer des choses. Il y a parfois effectivement des opportunités comme le Louvre-Lens, qui sont des équipements majeurs avec mobilisation d'argent public à la fois côté État, à la fois côté région, qui permettent effectivement d'initier des choses. Sauf que l'accompagnement du projet du Louvre-Lens, il est compliqué. C'est pas si simple que ça. Le président Percheron voulait à l'époque effectivement et pensait avoir le même effet que le Guggenheim, sauf qu'aujourd'hui on n'y est pas, parce que politiquement il n'y a pas, voilà, les conditions ne sont pas requises, parce que le territoire ne respire pas. Ce n'est pas une agglomération de 600 000 habitants, c'est 3 territoires, 3 communautés d'agglos qui aujourd'hui n'ont pas encore engagé la convergence de leur ingénierie, qui n'ont pas engagé la convergence de leur vision politique au service d'un projet d'un territoire qui se penserait à cette échelle-là. Et donc le changement d'échelle, il est indispensable pour résoudre, non plus à l'échelle de l'ensemble des communes fragmentées les unes à côté des autres, donc, mais d'essayer de travailler à l'échelle effectivement plus globale, parce que le bassin de vie aujourd'hui, on est dans l'ère d'attractivité de la métropole lilloise, on est dans l'ère d'attractivité de la communauté urbaine d'Arras au sud, territoire qui est bipolarisé et dévitalisé par deux pôles qui sont beaucoup plus attractifs que n'est le bassin minier, et se pose aussi la question de la création d'emplois. Alors après, en termes de création d'emplois, juste sur les derniers chiffres, l'arrondissement de Lens a créé autant d'emplois, alors pas des emplois aussi qualifiés, c'est pas forcément du tertiaire sup, etc., comme sur la métropole lilloise, mais quantitativement, il a réussi à créer autant d'emplois que l'arrondissement de Lille. Donc ça veut dire qu'on y arrive. Alors par contre, voilà, la question de la plus-value, quel type d'emploi, est-ce que ces emplois bénéficient à la population locale ou est-ce que ce sont des emplois qui bénéficient aux métropolitains qui aujourd'hui, quand on regarde on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais quand on regarde les chiffres, finalement, on a des métropolitains qui habitent, résident et qui viennent travailler dans le bassin minier. Donc au final, les emplois qui sont créés sur le territoire ne sont pas toujours des emplois qui profitent à la population localement. Oui, j'ai semé les micros dans les publics. Bon, il est temps de conclure, je ne vais pas m'y risquer. Voilà, je pense qu'on a quand même fait un tour d'horizon assez vaste sur cette journée, sur ces journées et demie. Par rapport à la décroissance urbaine, on voit que ça pose vraiment de multiples questions. Il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, donc vous voyez, il y a plein de chantiers à investir. Allez-y, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, ces journées ont été aussi enrichissantes pour vous que pour moi, et je vous remercie de votre attention.